Donc oui, là ce soir, on va vraiment entamer la fin des temps parce que le chapitre que l'on va parler ce soir, c'est le rituel. C'est ce qui se passe pendant l'automne 2524. C'est surtout le Gemnisnacht, la nuit des mystères de 2524, où là, ça va partir en vrille. Voilà, alors là, ça va vraiment aller à un niveau de vénéritude agrandi. Serment et Et honneur. merci beaucoup à Taxes, merci énormément pour ton 30e mois de sub. Je peux pas rester, mais tu nous sauces en ce moment, c'est top et on aime ça. Votre rapport de bataille, d'ailleurs, hein, sachez-le, il sort à minuit ce soir. J'avais envie de tester, de publier des trucs à minuit. Donc vous aurez votre rapport de bataille cette nuit. Voilà, pour déjà le commencer. Ça fait 6 mois que j'attends ça. Non. Ce chat a le même respect pour les écrans que le mien. Bah oui, mais que voulez-vous? Là, voilà, il est élardé sur le calepin End of Time, tout va bien. Genre Morche Libre chute sur le vieux monde. Attends quelques chapitres, Nero. On en reparlera de toute cette histoire. Mais bon, voilà, ce soir, on va parler du rituel, chapitre 2 du livre 1. Donc, chapitre 1, enfin, livre 1 qui s'appelle Nagash, chapitre 2 qui s'appelle Le rituel. On est en automne 2524. Et je vais, à nouveau, comme on a fait vendredi dernier, je vais vous plier ce chapitre entier en une soirée. Peut-être même en une heure, non, pas en une heure, c'est pas possible, mais en une heure et demie. Il n'y a pas d'armée derrière, scandale. Ou alors, nomade, c'est que tu ne la vois pas parce qu'il y a un cache-œil, il y a un trompe-l'œil. Est-ce qu'il y a déjà eu des soirées lore tempête du chaos? Tu veux dire celle-là, la tempête du chaos comme ça? Celle V6, Yogo? Oui, on en a déjà fait. Paris tenu, nous dit Vectageant. Ok, eh ben allez, c'est parti. J'ai réussi à faire prendre un bain au chat, plus d'une heure avant que ça soit terminé. Ah bah oui, bah là, oui. Il y a combien de chapitres dans le livre? Alors, de mémoire, j'ai même pas encore recompté, mais je crois qu'il y en a 5 par bouquin. Il y en a 5 par bouquin des chapitres End of Time. Parce que oui, pour vous là, à vivre. Serment et Merci honneur. Rohan, merci beaucoup pour le Prime, merci beaucoup pour ton deuxième mois de Prime, merci à toi. N'hésitez pas à faire comme lui, on a besoin d'argent. Mais c'est très dur, franchement, c'est très très dur de les. En fait, pas vraiment de les relire, mais même pas non plus de les redécouvrir parce que j'ai des passages qui m'ont vraiment marqué, comme ceux qu'on va parler ce soir, justement. Mais vraiment, les lire, les refaire en montage et derrière après vous les re-raconter. Oh putain, c'est pas des calvaires, mais c'est quand même très dur d'en parler. Je pense qu'à un moment, je ferai une pause parce que sinon, je tiendrai pas. On devrait avoir fini d'ici février-mars. Serment C'est et long quand même. honneur. Merci beaucoup MTech, merci beaucoup pour ton 6e mois de sub, merci beaucoup à toi. C'est là qu'on va commencer à avoir les yeux et les oreilles qui saignent. Ouais, là il va y avoir du nettoyage ce soir. Merci beaucoup Serment Yogo, et merci aussi honneur. beaucoup Yogo pour ton prime du 3e mois, merci beaucoup à toi. Merci à tous ceux qui se réabonnent et qui me font confiance et me soutiennent. Merci beaucoup. Donc, pardon gros chat, bouge ton gros cul, merci, il me faut mes notes. Très bien, donc ce soir, je vais vous parler du rituel, le chapitre 2 du premier roman. Bonjour YouTube, et on va justement parler de cette fin des temps qui continue, qui va vraiment passer un cap maintenant. Nettoyage de printemps en été, on va dire ça comme ça, exactement. Donc, très rapidement, en se remettant dans le contexte, les artefacts de Nagash ont été récupérés dans le premier chapitre par les deux lieutenants qui se sont alliés entre eux. Le premier lieutenant étant bien évidemment, enfin, pas vraiment lieutenant, mais quelqu'un qui va utiliser Nagash pour son propre compte, en tout cas le pouvoir de Nagash pour son propre compte. Bien évidemment, c'est Manfred van Karstein qui avait déjà récupéré quelques-uns des artefacts de Nagash pour son propre compte. Et bien évidemment, Arkane le Noir qui s'est allié à Manfred, car Manfred est devenu seigneur total de la Sylvanie, qu'il a créé, qu'il a créé un mur d'ossements entourant la Sylvanie, la rendant indépendante de l'Empire, et qui malheureusement s'est fait piéger dans sa propre forteresse par Balthazar Gell derrière, par un mur de sorcellerie magique de la lumière, une lumière bénéfique, et qui a réussi à sortir, Manfred, à sortir de la Sylvanie pour aller continuer sa quête et aller aider, entre guillemets, Arkane le Noir. C'est Arkane qui a brisé
de l'extérieur la forteresse de lumière et qui a ouvert les ossements pour laisser sortir les Templiers de Drakenhof, les grands chevaliers du fort Drakenhof de Manfred avec Manfred pour aller faire la quête, les quêtes des artefacts. La Bretonie a cédé face à l'attaque d'Arcane car elle avait déjà été extrêmement affaiblie par ses manigances avec Malobaude, tandis que Manfred est allé récupérer des artefacts de Nagash en rapport à lui ou à sa mort, ou à ses morts, chez les Skaven dans les terres du Sud, ou même dans l'Empire en rentrant, en retrouvant Arcane et en massacrant des impériaux, les chevaliers de l'ordre du sang de Sigmar, pardon, ou en tout cas la ville en elle-même du sang de Sigmar, qu'ils ont assiégé tous les deux et ils ont volé l'armure entière de Nagash pour pouvoir faire leur rituel. Le rituel étant que Arcane est en train de travailler dessus depuis des siècles, réincarner Nagash sans qu'il ait de faiblesse. Parce qu'à chaque fois qu'il s'est réincarné depuis qu'il a été détruit la première fois par Alcadizar, eh bien Nagash a toujours été un peu plus faible qu'avant. Et c'est pour ça que Arcane et Manfred se sont alliés pour pouvoir réinvoquer Nagash. Nagash qui devrait se mouvoir sur la terre beaucoup plus puissant qu'il ne l'a jamais été, peut-être même l'égal d'un dieu du chaos, pour qu'il puisse justement empêcher le chaos de ravager le monde, parce qu'on rappelle bien que le chaos est en même temps en train d'attaquer, Kislev est déjà perdu, Kislev est déjà foutu, et que le Nord est en train de se mobiliser vers le mur de foi total au nord de l'Empire qu'a créé à nouveau Balthazar Gelt. Donc bref, c'est la merde partout, les morts-vivants, eux, en profitent pour pouvoir réinvoquer leur maître absolu, Nagash, pour avoir un big boss qui puisse mettre des tatas au dieu du chaos. En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent. Le seul clan Skaven qui n'a pas eu le buff End of Time. Oui, voilà, c'est ça, Wildemar. Voilà, ça c'était vendredi dernier. Et donc, ce vendredi, eh bien, nous allons parler du chapitre 2 qui se passe intégralement en Sylvanie. Alors, je vais prendre des raccourcis. Je ne vais pas encore une fois tout vous décrire. C'est un chantier Arcane, du coup. Je vais quand même vous donner un espèce de résumé total à la fin de ce stream, parce que lorsque se termine le chapitre 2, il y a des grosses révélations qui sont déjà faites par rapport au lore et par rapport à l'histoire. Donc les artefacts de Nagash, les deux armées Arcane qui a recruté, je vous le rappelle, Krell entre-temps. Kemmler est mort, il est mort et définitivement mort, mais Krell a suivi Arcane et donc est retourné en Sylvanie, et Manfred, toujours accompagné de ses Templiers de Drakenhof, bien entendu, sa grande fierté, et lui aussi retourné en Sylvanie. Tous les deux sont dans leur propre territoire, dans leur forteresse elle-même, et ont donc justement rallié leurs forces, laissant derrière eux une Bretonie exsangue. Mais je vous rappelle que la Bretonie, Gilles le Breton est assis sur son trône à couronne et on n'a rien à péter de tout ce qui se passe autour. Il est en train de se refaire, entre guillemets. Merci pour le petit train de live, merci beaucoup à tous. L'Empire n'a même pas encore compris qu'est-ce qui lui est arrivé. Ils ont juste une cité qui s'est fait attaquer par des morts-vivants qui ont été au final repoussés, mais qui ont volé quelque chose avant de partir, et des hommes bêtes sont arrivés, et les chevaliers de l'ordre du sang de Sigmar, qui se sont fait avoir dans une espèce de diversion, ont massacré les hommes bêtes entre-temps. Je vous rappelle que Leydorf, le chef des ordres de chevaliers de Sigmar, c'est le cousin de Marius Leydorf, dont on a parlé il n'y a pas longtemps. Bref, c'est le micmac, c'est la galère, c'est vraiment la merde. Je suis le roi de Bretonie. Oh, j'ai la fève, c'est ça. J'ai manqué beaucoup de l'or. Non, c'est parti, on vient de tomber, je faisais le résumé de ce qui s'était passé avant. Donc, le contexte est que les artefacts de Nagash sont tous là. Et quand je dis les artefacts, ce sont les objets qu'ont récupérés Manfred et Arcane, mais aussi tous les sacrifices nécessaires pour le rituel. Je me rappelle que Manfred, ça fait déjà des dizaines d'années qu'il enlève des gens dans le monde entier, parce qu'il est au courant un petit peu. Il a des idées, il a des idées de sorcellerie, d'immenses pouvoirs enfermés. C'est comme ça qu'il a pu recréer, d'ailleurs, créer cette espèce de forteresse d'ossements qui entoure la Sylvanie. C'est pour ça qu'il a réussi à le faire, parce qu'il a des prisonniers ultra importants. Il a des sangs divins, en gros, entre guillemets. Il a des personnes avec des lignées divines, ou en tout cas des gens qui descendent de très lointaines lignées divines. Et il en a bien sûr 3 qui sont, qui pour lui sont
ultra précieuses. Bonsoir Tom Breeder et merci de nous rejoindre, bien sûr. Vraiment quelque chose d'assez impactant, très très important, et surtout ce sont des personnages qui sont ultra importants dans les autres peuples. Pendant ce temps-là, on a Lorraine, silence, ça pousse. Bah non, justement, ça pousse pas, Nomade. Et tu vas voir, justement, je te prends au mot, Nomade. Et quand même, toutes ces manigances, tout ce qui a été fait n'est pas passé inaperçu, bien évidemment. Salut Quentin, salut Solari aussi, bonsoir à tout le monde. Le fait que des armées morts-vivantes traversent les terres arides et remontent au nord en ayant massacré une ville impériale au passage, que la Bretonie elle-même se soit fait attaquer et que les morts-vivants soient repassés par l'Empire pour retourner en Sylvanie, ça s'est fait voir. À un moment, t'as beau être un super mage prêtre liche qui a plus de 2000 ans et un autre champion de la nécromancie, tu peux pas passer à travers tes massacres, on est bien d'accord. Ce qui fait que la Sylvanie va devoir attendre que les lunes s'alignent, Gemnisnart, je ne sais pas le dire, je sais, la nuit des mystères, le moment où justement Morslib est la plus voyante, là c'est la fameuse nuit où la fluctuation entre le monde du chaos et le monde réel est la plus fluctuante, voilà, c'est Halloween si tu préfères, voilà. C'est vraiment donc l'endroit où la magie va pulluler, je vous rappelle que c'est les pleines tempêtes du chaos, donc c'est littéralement là, c'est allez on ouvre toutes les vannes, let's go, c'est parti. Et donc, eh bien, Arkane et Manfred vont devoir attendre la nuit des mystères. Ils vont devoir, pour pouvoir réaliser le rituel qui est prêt, le rituel est prêt, ils vont devoir aller aux 9 démons. Alors, je ne sais pas exactement où c'est sur la carte, donc je vais compter que c'était pas très loin de Château Drakenhof, mais en tout cas, c'est en Sylvanie. The Magic is over now, Father. C'est exactement ça. C'est en Sylvanie, c'est sur le territoire même de la Sylvanie. Et donc, Arkane va préparer non-stop tous les artefacts, tous les rituels, les livres de Nagash, l'intégralité des livres de Nagash qui ont été récupérés par Arkane et Manfred au cours de leurs centaines d'années d'expérience. Les mecs ont fait une quête ultra importante dans le lore que personne n'a vu venir. Voilà, juste comme ça, encore une fois, mais on n'est pas là encore pour juger l'histoire, je suis là pour juste vous la raconter. Et bien entendu, ça va mettre quelques mois. Ça va mettre quelques mois avant d'arriver à la nuit des mystères. Et bien entendu, vu que tout le monde a compris ce qui se passait, ou en tout cas, tous les limitrophes autour de la Sylvanie ont compris que quelque chose se manigance en Sylvanie, eh bien, des armées se mobilisent, et j'ai bien dit des armées se mobilisent, alors que le Nord est prêt enfin, se fait attaquer, que Kislev est tombé, je le rappelle bien, des armées se mobilisent pour tabasser et détruire la Sylvanie. Je vais vous les présenter. Alors, je vous les présente et en même temps, en fait, c'est vraiment ce qui se passe dans le roman. C'est vraiment, regardez, cette armée-là, elle s'allie avec celle-là, celle-là, elle arrive par ici, l'autre, elle arrive par là, l'autre, elle arrive par là, etc., etc. Ils ont juste emprunté 3-4 éditions spéciales. Ouais, bah les 3-4 éditions spéciales, elles peuvent ruiner le monde. Donc, comme vous le voyez, il y a déjà 2 armées qui arrivent de l'ouest vers la Sylvanie. Il y a 2 armées très imposantes et assez impressionnantes qui se dirigent en direction de la Sylvanie. Et elles ont été envoyées par Karl Franz. Karl Franz, qui, je vous le rappelle, on l'a vu dans le deuxième stream ça, de la fin des temps, ou de le premier même, Karl Franz qui était prêt à aller ravager la Sylvanie au moment même où le chaos a attaqué Kislev. Karl Franz qui avait mobilisé les armées. Karl Franz qui n'a pas pu retenir Volkmar d'aller en Sylvanie. Scénario du Sand Sigmar, campagne Game Workshop. Donc Karl Franz, il l'a un peu mauvaise. Sauf que Karl Franz, il ne peut pas envoyer de troupes réglementaires, régimentaires si vous préférez. Il ne peut pas envoyer l'armée du Stirland, par exemple, parce que toutes les armées sont mobilisées pour protéger le nord. Il a mobilisé quasiment toutes ses troupes, mis à part bien sûr les protections côtières. Donc, Karl Franz, il est un peu embêté. Il se dit, putain, je voudrais bien quand même envoyer une armée, peut-être même plusieurs, pour tabasser ces foutus vampires qui continuent à nous mordiller le talon. Il a passé une petite commande chez Forge World. Presque. Et le premier espoir, en tout cas la première armée qui va vouloir aller en Sylvanie, eh bien vous imaginez bien que c'est Leydorf. Justement, vous vous rappelez, je vous l'ai présenté il y a quelques minutes, Leydorf, c'est le
cousin de Marius Leddorf, donc c'est un prétendant au trône de l'Averland, hein. Mais ce gars-là ne veut pas être un noble, il veut être un grand maître, c'est un grand maître. Il est le grand maître de l'ordre de Sigmar, enfin l'ordre du sang de Sigmar, pardon, les chevaliers, qui ont été attaqués par Manfred et Arkad et donc qui ont un sentiment de vengeance, car l'armure de Nagash leur a été volée, l'artefact qu'ils devaient protéger leur a été volé lors de la dernière bataille des morts vivants contre les impériaux. C'est donc aussi une preuve vivante, Leitdorf est une preuve vivante que les vampires ne sont plus bloqués en Sylvanie, que le mur de foi ne fonctionne plus, ou en tout cas a une faille. Leitdorf va bien sûr énormément pousser Karl Franz à mobiliser plus que son ordre de chevalerie. Il lui explique qu'il ira en Sylvanie, quoi qu'il arrive, mais il lui faut une armée. Il lui faut une armée beaucoup plus grande que son ordre de chevalerie et l'armée de sa ville. Enfin, c'est une petite garnison, hein, mais c'est quand même une armée assez impressionnante vu tout ce qu'il y a autour, sachant qu'en plus ce sont tous des chevaliers de cercle intérieur. Donc c'est quand même assez vénère. Mais il lui manque tout. Il lui manque des mages, il lui manque des archers, il lui manque plein de choses. Et Leitdorf se trouve un peu dans une situation typique de l'Empire. Les mobilisations d'armées sous les ordres de Karl Franz sont au nord, et lui, bah, c'est juste un grand maître. Il va devoir négocier. Et vu que je vous l'ai dit, c'est un Leitdorf, mais il ne veut pas faire de politique, il se débrouille plutôt mal en politique. Il essaie de pousser Karl Franz à lui filer des troupes, mais Karl Franz, bah non, mec, je veux bien, mais j'ai rien à t'envoyer. Et c'est là que Karl Franz va démontrer que c'est un immense diplomate, quelqu'un qui sait vraiment très bien gérer son affaire. Karl Franz, lorsqu'il va convoquer Leitdorf après plusieurs jours de demandes et de demandes et de demandes du grand maître, il va lui présenter 3 personnes dans une salle de conseil, sauf que ces 3 personnes ne sont pas des humains. Rappelez-vous, premier stream de la fin des temps, une armée a été envoyée dans le vieux monde pour aller sauver Aliatra, la fille de la reine éternelle, une armée de hauts elfes, chose qui n'était pas arrivée depuis des millénaires. Les hauts elfes d'Eltarion, accompagnés de Eldira, l'écuyère de Tyrion, et de, je sais plus comment ça s'appelle, pour lire ça vite fait, pardon le chat, oui je sais que je te dérange, non, peut-être pas, c'est moi, Belanaer, merci Wildebar, qui est un grand maître du savoir. Cette armée est colossale. En tout cas, c'est une armée ultra entraînée. Elle est millénaire. C'est l'armée de Thor Ivresse mêlée aux troupes de Tiranoc. Donc les deux extrémités, les Tiranoc qui sont toujours attaqués par les elfes noirs, et Ivresse qui sont connus pour avoir repoussé Grom Lapence. Disons des mecs qui posent dans la game. Et ce fameux Leitdorf va avoir, grâce à Karl Franz, une armée qui va s'allier à sa force de l'ordre de chevaliers de Saint-Sigmar. Une armée qui va, certes, ne pas être très nombreuse, c'est quand même plusieurs milliers de soldats. Hein. Je vous rappelle que c'est ultra important pour Ultuan de se séparer déjà que d'un seul elfe. Là, c'est des milliers de soldats qui ont été envoyés dans le Vieux Monde, chose qui n'était presque plus jamais arrivée depuis très longtemps. Et justement, Karl Franz va démontrer sa diplomatie et va réussir à négocier l'alliance improbable entre ces chevaliers de l'ordre du sang de Sigmar et l'armée d'Eltarion, qui étaient venus eux aussi pour tabasser la Sylvanie. Et surtout, parce que Eltarion et surtout Belanaer, le mage qui l'accompagne, eh bien, entendent magiquement les murmures de Aliatra qui leur indiquent où elle est et qui leur indiquent qu'elle est toujours en vie. Grom Lapence, repousser un cuistot, c'est facile, tu n'as qu'à dire qu'il faut payer les heures supplémentaires au resto. Ah, ça ne suffit pas, ça suffit pas. Si c'est un passionné, il va faire des heures supplémentaires. C'est ce que m'a dit toujours mon patron. Mais voilà, donc en gros, vous avez la première alliance qui se forme et qui va donc avancer de concert en Sylvanie, vers la Sylvanie d'abord, et ensuite en Sylvanie, parce que, on va pas se mentir, un grand maître du savoir, c'est un des secondes Teclis, hein, littéralement. Ça peut te faire péter des magies des ossements sans problème. Alors là, disons que c'est assez pété. Eltarion étant également un mage et un très 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 grand duelliste,
L'armée va pas rigoler, sachant que Leitdorf est un grand maître de l'ordre de chevalier impérial. Disons que l'armée est assez impressionnante. Belenaer, c'est l'ancien prof de Teclis. Ouais, je sais, mais il est plus grand maître du savoir de OS. C'est Teclis qui l'a remplacé après la Grande Guerre contre le chaos. Mais voilà, Belenaer, c'est pas n'importe qui. Hein. Mais les patrons, mais le loyer ne va pas se payer avec la passion, c'est ça. Donc, c'est ces deux armées qui se dirigent vers la Sylvanie. Justement, Sugaki, voici la troisième armée. Il y a donc une troisième armée qui se dirige aussi vers la Sylvanie, une autre armée qui, par une alliance incroyable et un sacrifice, on va pas se mentir, une espèce de fusion, s'est décidée, par loyauté totale, à aller en Sylvanie. Cette armée est la moins nombreuse de toutes. Et elle arrive du sud. Cette armée, ce sont les Asrei. Ce sont les elfes sylvains commandés par Araloth. Araloth, le grand champion de Talcine. Ce n'est pas Orion, hein, ce sont des elfes sylvains liés très 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 fort à Liléat, la déesse, bien évidemment. Je vous rappelle que le seigneur de Talcine, Araloth, dans son lore, qui est un nouveau personnage de la V8, hein, c'est un personnage extrêmement récent, c'est littéralement c'est le boyfriend hein, de Liléat, c'est son amant, son amoureux, bref, ils ont vraiment une liaison tous les deux. Le mec, il bang une déesse, hein, et pas une demi-déesse, une déesse. Et justement, Araloth, seigneur de Talcine, il va recevoir l'ordre, la demande véritablement, de Ariel, la demande même presque mourante, parce que je vous rappelle que Ariel est en train de mourir. Donc il a fait cocu Orion. Non, 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 c'est Ariel, c'est Isha, c'est pas Liléat, hein, attention. Donc non, 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 il a pas fait. Non, tu fais pas cocu Orion. Non, je te conseille pas. Surtout si tu es un Sylvain. Et donc, Araloth, par loyauté avec Ariel, tout simplement parce que Ariel est mourante, mais que Alariel, la haute reine des Hauts-Elfes, je vous le rappelle, la reine magicienne, la première, celle qui est la mère d'Aliatra, est allée en Atel-Lorraine et a dit très bien, je vais tenter de sauver Ariel, mais en échange, s'il vous plaît, tentez de sauver ma fille. Et les elfes sylvains, alors qu'ils sont assaillis, je le rappelle bien, par les maladies de Nurgle à l'intérieur même d'Atel-Lorraine et les hommes bêtes qui deviennent ultra puissants, eh bien, ils se séparent d'une de leurs puissances les plus grandes et Araloth, avec son armée, part en direction de la Sylvanie. Ça calme beaucoup chez les bouffeurs de salade. Ah, mais eux, ils n'ont pas de soucis de démographie, hein, les elfes sylvains. On n'est pas des hauts elfes. Hein. Donc voici la troisième armée qui se dirige vers la Sylvanie. Il y en a deux autres. Il y en a une quatrième qui, du point de vue de Manfred hein, voit approcher les hauts elfes, les impériaux. Il comprend même qu'une autre armée arrive au sud. Il ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est parce qu'elle est beaucoup plus puissante magiquement et surtout beaucoup plus discrète. Les elfes sylvains savent bien se gérer. Mais il sait qu'une autre armée, une quatrième, se dirige vers la Sylvanie et c'est celle qui le terrorise le plus. Vraiment, c'est écrit dans le roman. C'est celle qu'il craint, qu'il déteste, qu'il ne voulait surtout pas avoir sur sa tronche à ce moment-là. Elle arrive du nord-est de ses voisins et c'est l'armée de Karak-Kadrin. Littéralement, Ungrim, roi des tueurs, incarnation de Grimnir, le gars, le roi des tueurs, est en train de descendre. Pourquoi il descend? Parce que, encore une fois, Karl Franz a réussi à négocier avec les nains. Alors que je vous rappelle, les nains, ils ont compris que ça sonne très mauvais. Ils avaient hésité à s'enfermer. Je vous rappelle que Thorgrim, il avait longtemps hésité entre s'enfermer dans les montagnes, laisser passer la tempête, ou aller tenter d'aider les autres et de faire les vrais nains. Et bien là t'en as un vrai nain. Ungrim a répondu à l'appel de Karl Franz. Karl Franz qui lui a dit essayez de nous libérer notre flanc, ça pourrait aider Zufbar, ça pourrait vous aider aussi. Et en plus, moi j'envoie des renforts avec des impériaux et même des hauts elfes qui attaquent de l'autre côté, mais vous ne comprendrez pas à côté des hauts elfes. Tout va bien. Il descend de la montagne à cheval, ouais, il va plutôt bouffer le cheval, on est d'accord. Et Ungrim descend avec une armée de tueurs et une armée ultra entraînée, également de Karak-Kadrin, ce qui terrorise Manfred.
Manfred qui voulait tout faire à part attirer l'attention des nains. Il n'a pas mentionné les Elfes par contre. Ici, il les a mentionnés. Et enfin, il y en a une dernière. Une dernière armée. Mais est-ce qu'on peut appeler ça une armée? Mais pourquoi les nains le terrorisent? En fait, Black Cat, parce qu'en fait, les nains sont les professionnels pour annihiler la magie. Et surtout, en fait, ils sont très très forts pour ne pas craindre la magie. Et surtout, les nains sont très forts militairement. Ils ont une artillerie de fou, ils ont des combattants incroyables. Les Elfes, de la part de Manfred, les Elfes sont trop peu nombreux pour pouvoir l'inquiéter. Mais les nains, surtout que là, il est attaqué sur 5 fronts, Manfred, alors que Arkhan, lui, il est obligé de rester protéger les artefacts et les préparer. Manfred, il ne peut pas être partout. Et il sait que s'il se concentre contre les nains, ça va être une guerre très longue, très dure, et ça va laisser le temps à tous les autres. Donc c'est les seuls, en fait, les nains qui peuvent le tanker, si tu préfères. Donc il n'y a plus qu'une armée de cornes débarque dans ce cas. Eh bien, Nehru, tu n'es pas si loin de la vérité. La 5e armée, c'est la plus grande. C'est celle qui dépasse en taille les 4 autres. Les 4 autres mêlés. Les hauts-elfes, les impériaux, les nains et les elfes sylvains. Ces 4-là ensemble ne dépassent même pas en nombre l'immense harde d'hommes-bêtes qui est en train de déferler du nord venant de l'Ostermark et du Talabekland. À leur tête, un homme-bête aux ailes noires, au pouvoir incroyable, les dirige. Malagor. Donc, pour vous dire que si c'est pas une preuve totale que les morts vivants sont des ennemis du chaos, quelque chose qui ne peut vraiment pas fonctionner ensemble, en voici une preuve totale. Parce que les hommes-bêtes, ils ne sont pas attirés genre par les nains, les elfes, les impériaux qui se dirigent, ces armées qui peuvent bouffer. Non, ils se dirigent vraiment tacticalement en direction des 9 démons et du site du rituel de Nagash. Ils ne veulent pas que Nagash soit réincarné. Est-ce que les hommes bêtes l'ont compris? Ça, c'est pas sûr, hein, on est bien d'accord. Mais Malagor, lui, peut-être. Malagor étant un chaman, il essaie de guider les hommes bêtes en direction de la Sylvanie, mais par contre, c'est très dur. C'est très dur. Malagor, tu comprends beaucoup que c'est qu'un chaman, c'est pas un seigneur de guerre. Il peut pas être partout, tout le temps. Ce qui fait que sa harde, elle part à gauche, elle part à droite, il claque, il les ramène au centre, etc. etc. Hâte de voir les réussites critiques de Manfred et les critiques de toutes les autres armées. Ouais, voilà. Au moins, ils volent. Ouais, voilà, c'est ça. Salut Lolo, Marsa. Salut mon Louis, comment vas-tu? Bonjour à moi du futur YouTube, c'est ça. Donc voilà un petit peu qu'est-ce qui se passe 2 mois à peu près, 1 à 2 mois avant la nuit des mystères et donc le rituel qui devrait commencer. C'est une maîtresse d'école maternelle en fait ce chaman. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Surtout que voilà, la harde d'homme-bête, c'est pas n'importe laquelle. Hein. Mais vous allez marcher droit, bande de chèvres alcoolisées. Ouais, c'est à peu près ça. Elles vont pas tenir longtemps, les chefs du chaos. Alors, comme je vous l'ai expliqué, Manfred, il a une peur dans tout ça, ce sont les nains. Les nains lui font terriblement peur. Et surtout, la Manfred, il sait que les 5 armées ensemble, c'est impossible de les affronter. Même pour lui, seigneur de la Sylvanie, il sait que la Sylvanie est fortifiée, elle est prête à ça, elle est prête à attendre les ennemis, c'est sa place forte. Mais il sait que là, même pour lui, c'est très très fort. Même pour lui, c'est peut-être même trop. Et c'est là que c'est parti pour le scénarium. Alors là, accrochez-vous. Alors là, vraiment accrochez-vous. Déjà, première chose, il va envoyer une espèce de Banshee, une héroïne Banshee sortie du cul. Pardon, excusez-moi. Une héroïne Banshee qui est une de ses générales. Générale, Banshee, esprit, cherchez pas. Il va en fait envoyer cette vampirette ou Banshee, je ne sais plus exactement ce que c'est. Il l'envoie vers l'ouest pour tenter de ralentir l'alliance impériale et aux elfes. Voilà. Au moins pour les occuper, pour leur envoyer un petit peu dans la tronche, pendant que lui, Manfred et donc ses armées, se dirigent vers le nord. Il se dirige même pas vers les nains,
il se dirige vers le nord. Il part vers le nord, pourquoi? Parce qu'il sait que la horde de Malagor, qui ne sont que des hommes bêtes, peuvent être à la fois un danger extrême, mais aussi facilement canalisables. Ça reste des bêtes, ça reste des créatures que Manfred méprise au plus haut point. Il ne veut même pas affronter cette armée. Il se dit, les forces du chaos sont bien en présence en Sylvanie, elles ont détruit mon mur par la puissance des Sigors. Qu'importe, je vais trouver une solution pour abattre ces créatures. Merci Charles, merci beaucoup pour ton 5e mois de sub, merci beaucoup. Et donc, c'est les hommes bêtes de Schrödinger. Non, c'est surtout qu'il ne veut pas perdre son temps avec ces créatures et que surtout, il veut les utiliser techniquement. Ce sont des créatures. Elles ne sont pas dans un ordre parfait de coalition ou d'entraînement. Elles suivent leur instinct. Manfred le sait. Et donc, il va tout faire en se dirigeant vers le nord pour que ces armées attirent les hommes bêtes. Alors que Malagor essaie de les canaliser pour qu'elles se dirigent vers les 9 démons où se trouve Arcane, justement avec tous les artefacts, comme si c'était la cible, Manfred va jouer sur la bestialité des hommes bêtes et va les attirer kilomètre après kilomètre, non pas vers le sud comme c'était leur point névralgique, mais bien vers l'est, là où se dirigent les nains, bien évidemment. Et vous l'avez vu sur la chaîne, nous avons fait cette bataille sur la chaîne YouTube, je vous conseille d'aller la revoir. Les nains de Karak-Kadrin vont tomber par la manigance totale et extrême de Manfred qui arrive à canaliser une harde totale d'hommes bêtes en direction des nains. Chapeau le gars. Une bataille titanesque va avoir lieu entre les nains de Karak-Kadrin et les hommes bêtes de Malagor. Nous avons fait cette bataille et elle s'est soldée comme se veut l'histoire. Les nains affrontent une armée colossale, peut-être l'une des plus grosses armées du chaos qu'ils n'avaient pas rencontrées depuis des siècles. Cette armée, bien entendu, va faire des dégâts considérables. Elle va faire des pertes incroyables, mais les nains sortiront vainqueurs, pas vraiment parce qu'ils n'arriveront pas à tuer Malagor. Malagor va s'enfuir bien avant la fin de la bataille, voyant que de toute façon il n'arrivera plus à tenir sa horde qui a beaucoup trop cédé à l'appel du sang. Une victoire à la Pyrrhus. Ouais, c'est une victoire à la Pyrrhus, littéralement. En gros, les nains vont survivre à l'assaut des hommes bêtes, vont les dispatcher dans le nord, ils vont les repousser tout simplement. Mais les nains auront subi tellement de pertes qu'ils envoient une bande de volontaires tueurs et quelques gyrocoptères tenter de faire le lien avec les impériaux et les hauts elfes pour leur dire qu'ils ne peuvent plus les rejoindre, ils sont obligés de rebrousser chemin. La défaite, en tout cas la mort, ne fait que les attendre. C'est pour ça qu'ils laissent quand même quelques volontaires qui sont que des tueurs et qui bien sûr seront tous tués par Manfred parce que scénario, Manfred lâchera des terrorgeists sur les gyrocoptères et les abattra sur leur chemin. Les humains et les elfes ne sauront pas que les nains auront rebroussé chemin. On fait la technique du brobo chemin, c'est ça. S'il avait détourné une partie, ok, mais qu'il redirige toute la harde, c'est abusé. Bah, en même temps, après, véritablement, je fais un peu l'avocat du diable encore une fois, mais il est en Sylvanie, le mec. Le mec qui peut relever ce qu'il veut en Sylvanie. C'est lui le maître de la Sylvanie, Manfred. Il sait tout ce qui se passe sur la terre de Sylvanie. Enfin, pas tout ce qui se passe, vous verrez dans le scénario. Mais quand même, le gars, il peut te relever des milliers de morts en quelques secondes. Ça joue à domicile. Voilà, le mec joue à domicile. Donc techniquement, s'il y a bien un territoire où il pouvait arriver à diriger une harde d'hommes bêtes entière, ça serait bien la Sylvanie. Là, franchement, je peux comprendre en termes de scénario que le gars arrive à faire ça. C'est beau, c'est chaud, mais c'est beau quand même. La technique du scénario no jutsu, c'est très efficace, en effet. Cependant, le fait d'avoir fait ça, d'avoir occupé les hommes bêtes sur le côté, sur le nord, pour les ramener sur les nains et réussir à tuer les derniers nains envoyés pour prévenir les autres, ben ça a laissé le temps aux autres d'avancer, bien évidemment. Même s'il avait envoyé une petite magicienne, sorcière, banshee, vampire, je me souviens plus, à l'ouest, bien entendu, elle n'a pas suffi, hein, la fille. En face, il y avait Eltarion, il y avait le patron de Tyrion, de Théclis à l'époque, qui est devenu le sous-fifre. Il y avait la princesse écuyère de Tyrion, plus des chevaliers de l'ordre de Sigmar et toute une armée d'elfes. Ouais, non, à un moment,
Maman, ça suffit pas, quoi. Disons qu'il a gagné du temps, mais parce que c'était vraiment là, par contre, le temps du scénario. On est bien d'accord. C'est l'armée aussi du Sud qui avance à une vitesse incroyable. Il a beau essayer d'envoyer des choses, parce qu'il sait, hein, Manfred, comme je vous l'ai dit, il sait ce qui se passe. Il sait qu'une présence au Sud approche de Château Drakenhof, une présence qu'il n'arrive même pas bien à contrôler, à capter, à comprendre. Parce qu'en fait, Aralot, le seigneur de Talcine, il n'est pas venu les mains vides, il est venu avec littéralement un médaillon. Un médaillon un peu, vous savez, comme le Dragon Radar qui permet de savoir où sont les Dragon Balls. Un médaillon qui lui indique où se trouve Aliatra, donc la fille de Alariel. Médaillon qui lui a été offert, on raconte, soit par Alariel, soit par Liléat. C'est un peu flou, je crois que c'est Liléat qui lui file. Non, c'est la reine des elfes qui lui file. Et donc, en fait, le mec, par puissance de ses enchanteurs et de ses mages, se dirige à travers à la fois les restes de trames de la vie qui pourraient rester discrètement en Sylvanie et se dirige presque chirurgicalement vers Château Drakenhof pour peut-être libérer Aliatra. Et Manfred est un peu inquiété de tout ça, mais il va être obligé, Manfred, d'aller vers les hauts elfes et les impériaux qui commencent aussi à menacer cet endroit. Pour lui, cette armée elfe sylvaine, elle est trop petite. Elle est trop petite pour pouvoir vraiment l'inquiéter. Il les sous-estime, véritablement. Et c'est là... Et c'est là que moi, j'ai lu ce passage et j'ai fait quoi? Salut Jonah, bonsoir. Et là, c'est vraiment le cependant. Lâche le morceau, quelle erreur de sous-estimer les Azraï. Ah oui, non, alors sous-estimer les Azraï, c'est une connerie, hein, de la part de Manfred. Mais Manfred va être là, par contre, vraiment sauvé par le scénario. Tu arrives au moment de l'histoire qui m'a bien énervé. Moi aussi, Jonah, moi aussi. Aralot, au moment où il se dit qu'il ne doit plus être très très loin, quelques centaines de lieues à peine, enfin, dizaines de... Ouais, ok, on s'en fout, dizaines de lieues à peine, quelqu'un va lui barrer le passage. Devant lui, quelqu'un va lui dire « Arrête-toi, toi et ton armée ». Et ce quelqu'un, ce sera Liléat, elle-même, la déesse dont il est amoureux, l'une des dernières déesses vivantes à travers le monde des hommes physiquement, donc techniquement une surpuissance totale. Et la déesse lui dit « Ta quête ne sert à rien, donne-moi le médaillon, j'ai une autre quête pour toi. » Et le gars le fait direct. En même temps, le mec est amoureux d'elle. Le mec est amoureux d'elle, il parle à une déesse, on est bien d'accord. Liléat prend le médaillon, le détruit, libère les poudres du médaillon au sol, et elle vaporise et téléporte l'armée elfe sylvaine on ne sait où. Voilà. 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 Il est très fort, le scénario. Mais pourquoi? Mais il est cool. Alors attention. Jusque-là, j'aimais bien ce chapitre. Attendez vraiment. Il y a une cause pour tout ça. Non, c'est pas de la merde. Je suis désolé, Curly, ce n'est pas de la merde. C'est horrible à lire. C'est horrible à lire ce passage. Parce que tu fais, mais pourquoi tu fais ça, espèce de con? Tu es pas loin. Vas-y, tu peux sniper les mecs. En plus, t'es super fort. Va sauver la fille. Mais il y a quelque chose. Il y a vraiment une excuse totale pour le dire. Vraiment, c'est un acte horrible, terrible, mais il y a une cause. Je vous la dirai, bien sûr, et vous la comprendrez après. Je les ai lus, t'inquiète. Mais je sais que vous les avez lus, mais je le dis pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, sans qu'on ne comprenne pourquoi, les elfes sylvains sortent de l'équation. Le nombre de personnes qui se font TP comme ça, louant lui, c'est qui le suivant? Si tu savais.
Ce qui fait que Manfred va perdre la trace de cette armée. Je dis ça parce que tu es un fan des elfes sylvains. Non, 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 vraiment, parce que je déteste ce passage, Arvedin. Vraiment, je déteste ce passage. Le fait que Haralot et son armée disparaissent comme ça. Mais quand tu lis le scénario, quand vous allez le comprendre à la fin de ce chapitre, tu vas faire ok, d'accord, je comprends. C'est horrible, mais je comprends. Ce qui fait que pour Manfred, tout va bien, nickel. L'armée disparaît, il perd sa trace, il se doute un petit peu que quelque chose ne va pas, il se dit attends, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. Il n'avait pas ressenti la présence de l'Iléade qui est venue intercepter les elfes sylvains, chose quand même qui prouve qu'il n'est pas omnipotent en Sylvanie, hein, Manfred, il y a des choses qu'il ne sait pas, comme d'ailleurs il ne sait pas que les hauts elfes sont attirés par Aliatra qui n'arrête pas de murmurer dans son dos, dans sa cage, etc. pour appeler de l'aide. C'est pour ça que Manfred il s'est fait retrouver quand même 3 fois par les hauts elfes. Il s'est fait entre guillemets, enfin pas 3 fois, mais 2 fois, une fois à Nagashizar et une autre fois justement en Sylvanie. Donc vraiment, le Manfred, là, il se dit, bon, j'ai perdu la trace de cette armée, mais cette armée de toute façon était trop insignifiante, c'est pas grave, mes troupes à Drakenhof, au pire, pourront les repousser. Donc là, je vais me concentrer sur les deux dernières armées qui arrivent. Ma petite soubrette vampirette inconnue a fait son taf, elle les a suffisamment ralentis, je vais pouvoir m'en charger. Ben, c'est ça, Wildebar, un peu. C'est ça qui est un peu dommage. Mais tu vas voir, vraiment, il y a un plan. Il y a un plan. Et en fait, la technique de la vampirette, ça a été de faire de la guérilla. Le fait de ralentir les hauts elfes et les impériaux a été en fait de faire une espèce de guérilla avec la lieutenant qu'il a envoyé contre eux. Mais il y a une autre raison pourquoi ces deux armées qui sont ultra puissantes hein, ensemble aient avancé aussi lentement. C'est que les hauts elfes forçait absolument les humains à ne pas aller trop vite. Pourquoi ? Ça a rendu Leydorf complètement fou. Leydorf, qui est un combattant, il veut venger, hein, il a une quête de vengeance, là, littéralement. Il veut venger les morts de la ville qu'il a perdue. Il veut venger le fait il veut venger l'affront qui lui a été fait que Manfred ait réussi à voler l'artefact que son ordre était censé protéger. Leydorf, il a vraiment les boules, hein, littéralement. Et il ne comprend pas pourquoi les hauts elfes n'essaient pas de tout de suite rusher le vampire, d'aller tout de suite à Drakenhof, d'aller assiéger le château, d'aller tout faire tomber. À vous, s'ils ont des troupes super puissantes, pourquoi ils ralentissent autant ? Il ne comprend pas. C'est un chevalier. Et les hauts elfes restent des hauts elfes. Eltarion, il ne s'appelle pas le sinistre pour rien. Eltarion ne va quasiment jamais lui parler à Leydorf, parce que bon, ils s'en fout en fait, Eltarion. Il a une mission, et sa mission c'est sauver Aliatra. C'est même pas peut-être tuer le vampire, c'est sauver Aliatra. Je vais démarrer tranquille. Et c'est surtout Belanaer et Eldira qui est plutôt très ouverte pour une elfe en termes de langage et de parler, ce qui est très bien hein, pour une elfe. C'est pas toutes qui sont comme ça. Pour ça, j'adore le personnage. Eldira et surtout Belanaer, qui parle la langue commune, lui explique que non, il ne faut surtout pas rusher. Les hauts elfes sont si lents parce que tout le long de leur avancée en Sylvanie, les hauts elfes, Belanaer, de ses propres pouvoirs, scellent magiquement toute la terre derrière eux. Ils scellent les cairns, les cimetières, les bâtiments, les cryptes, la terre elle-même. Ils purgent toute son avancée en Sylvanie pour éviter à Manfred et aux vampires de relever des morts derrière eux et donc d'engloutir totalement les deux armées. Ce qui est un plan ultra bien. On va quand même pas se mentir. C'est vraiment pas con de verrouiller ses arrières en fait quand tu es en Sylvanie. Donc vraiment, le plan est bon, mais malheureusement, le temps presse. Et les humains refusent d'attendre aussi longtemps, même s'ils comprennent le principe. Ils font le boulot de mort. Ils font le boulot de mort, littéralement. Lui, c'est un bon, on va le garder. Ah ouais, j'imagine bien le cas faire comme un garde anglais devant Eltarion. Il lui parle des territoires, il se prend en photo devant lui et je vois bien ça. Ouais, je vois. Ouais, plutôt chiant. Hein, plutôt chiant que comme ça. Et donc, ben, Leydorf, bien sûr, est un humain. Il va craquer. À un moment, il va craquer. Eltarion va le repousser d'un signe de la main en disant non, mais c'est bon, je sais ce que je fais. Leydorf va craquer.
En même temps, il a du sang de Marius Leddorf en lui. Hein. Il est un peu... Merde, comment ils sont les... C'est quoi la règle des chevaliers errants? C'est impétueux, voilà. Il est impétueux. Il est pas con, hein. Il est juste impétueux et surtout, il est ivre de vengeance. Hein. Il est... De plus en plus, il voit il voit l'état hein, de la Sylvanie, en plus, qui est une terre voisine à la sienne. Il se dit, non, mais c'est fini. Là, qu'une seule chose, c'est de tuer Manfred. Manfred, t'es à moi, je vais te bouffer, quoi. YOLO, voilà. Il fait un gros YOLO. A-t-il écouté son cheval? Il n'a pas pâquerette. Il n'a pas pâquerette. Hein. Il n'a pas le cheval de Marius Leddorf. C'est pour ça qu'il se fait avoir, en fait. C'est sûr et certain que c'est pour ça qu'il se fait avoir. Et donc, comme vous l'avez vu sur mon schéma, les humains partent en avance, laissant les hauts elfes à leur habitude, à leur lenteur, jusqu'à ce qu'il y ait presque une nuit, 7 à 8 heures de distance entre l'arrière-garde des impériaux et l'avant-garde des hauts elfes. Et c'est à ce moment-là que Manfred attaque. C'est à ce moment-là que Manfred attaque les chevaliers de l'ordre du Sang de Sigmar et leur armée. Et il va attaquer avec toute la puissance de la Sylvanie, littéralement. Il va les attaquer de front, mais aussi il va leur couper la route pour éviter qu'ils rejoignent les hauts elfes. Tu commences à compter en nuit en Sylvanie, c'est que ça va mal aller très prochainement. Bah voilà, avec ta Jean. Bien évidemment, malheureusement pour Leitdorf, qui aurait pu être un personnage ultra intéressant s'il n'avait pas été débilus sur la fin, Manfred va complètement submerger les chevaliers de l'ordre du Sang de Sigmar. Un ordre intégralement composé de chevaliers de cercle intérieur. Hein. C'est un ordre puissant. Hein. Et en fait, il va tous les massacrer jusqu'à ce qu'il arrive à piéger Leitdorf et à le tuer. Le lendemain matin, s'il y a vraiment un matin en Sylvanie, lorsque l'avant-garde d'Eltarion va arriver, ils vont découvrir les chevaliers tous détruits, tués, massacrés. Et ils vont trouver un crucifié sur une porte qui est Leitdorf lui-même, gravé sur son front, et il n'en resta plus qu'un. Et c'est à partir de là que les hauts elfes se retrouvent tout seuls au moment de la nuit des mystères, aux 9 démons. Voilà comment 5 armées ne finissent que par une seule. Bilan, Manfred va réussir à emporter un 1 contre 5. Il n'aura pas réussi à arrêter les hauts elfes. Ça fait pas mal d'unités de Black Knight, Arès, tout ça. C'est ça, Intech, c'est ça. La loose. C'est un peu la loose, on est d'accord, on est d'accord. Et le pire, et ça voilà, là on arrive au pire moment aussi, c'est que depuis le début, je vous parle de l'armée aux elfes. L'armée aux elfes qui a des héros surpuissants. Hein. Eltarion, l'un des meilleurs duellistes du monde de Warhammer du côté des hauts elfes. Hein. Le mec, il est quand même vénère. En termes de table, on avait discuté avec Shogoris et tout, un peu sur le Discord et en live aussi. En termes de table, le mec est capable largement de bouffer Tyrion. Hein. Donc techniquement, ça va être un sacré duelliste, le gars. L'ancien boss de Teclis, qui est aujourd'hui grand maître du savoir, en termes de magie, c'est quand même un haut elfe. Il est supérieur à un humain. Peut-être même l'égal d'un vampire, peut-être. Et elle dira l'écuyère elle-même de Tyrion, la fille qui a été entraînée par Tyrion lui-même. Si Eltarion se fait 1v1 par un random, je pète un câble. Tu verras. Mais c'est leur armée elle-même. Leur armée, mis à part ces 3 héros, est composée de membres de Thor Ivresse et de membres de Tiranoc, donc 2 provinces. Mais lorsque tu lis leur description, que vous avez sous les yeux, en termes de table, il n'y a que des unités de base. Est-ce que vous voyez où est l'arnaque? Il n'y a pas de lion blanc, de garde phénix. Il y a un petit contingent de maîtres des épées qui accompagne Belanaer, un petit contingent. Mais vraiment, c'est un régiment de 20, quoi. Il y a des lanciers, des gardes maritimes, des archers, des hommes d'argent. Et c'est à peu près tout. C'est malin, ouais, dis donc. Alors après, encore une fois, je vous rappelle que cette armée
cette armée hein, est une armée qui a été envoyée dans la panique, qui a été envoyée contre l'avis de Tyrion, Tyrion qui ne voulait pas envoyer d'armée, et c'est Eltarion qui a mobilisé des troupes en loyauté envers Tyrion, elle dira également pareil, qui a monopolisé des troupes qui ne pouvaient pas être vitales pour Ultuan. Donc c'est pour ça ils ont fait me lever leur milice, parce que je vous rappelle que les archers et les lanciers, ce sont des miliciens à la base chez les hauts elfes. C'est suffisant pour taper des zombies. Ah oui, oui, hein. Je vous rappelle que c'est des hauts elfes, hein. C'est pas n'importe quoi quand même. Et surtout, le vieux monde n'a pas l'habitude d'affronter des hauts elfes. C'est très rare que surtout aussi profond dans le vieux monde. La Sylvanie, elle a quasiment jamais affronté de hauts elfes. Elle sait pas vraiment ce que c'est. Ouais, donc ça joue à 1000 points contre 10 000. Par contre, c'est ça. Nehru, tu as raison. L'armée est certes très puissante, hein, c'est marqué, hein, vous le voyez. Hein. Il se composait en majeure partie de régiments de Tyrannok et d'Evresse, mais on y trouvait aussi des forces issues d'autres royaumes, principalement parce que leur capitale avait une dette envers Tyrion ou Eltarion. Il s'agissait du plus grand host à avoir livré bataille dans l'Empire depuis des décennies. Donc vraiment, quand même, un host qui est important. C'est des milliers de guerriers d'Ultuan. En face, il n'y a aucune liste d'armées, parce que en face, c'est littéralement la Sylvanie elle-même qui les attend. Décennies, en fait, il y avait une autre armée aux elfes dans le lore aux elfes et impérial qui avait combattu dans l'Empire à l'époque, un peu avant Karl Franz, je crois. C'est Eslin, le capitaine des hauts elfes, le navigateur, qui avait assiégé Marienbourg et qui l'avait rasé parce qu'il y avait eu des vols et qui était allé après les réaider une nouvelle fois contre des Norse. En payant leurs dettes en gros un petit peu. Donc il y avait déjà eu des elfes qui avaient combattu sur les côtes dans l'Empire. Mais là vraiment aussi profondément il n'y en avait pas eu autant. Et donc nous voici au pire moment du roman. Vraiment le plus dur à lire. La bataille des 9 démons. Alors excusez-moi l'image mais c'est celle de mon bouquin. J'ai eu la flemme de vous trouver ça sur internet. La bataille des 9 démons. Donc en fait les 9 démons qui sont 9 pitons gigantesques dressés en terre de Sylvanie. Vous avez la base d'un des pitons, d'un des démons. Il y avait une nouvelle sur ça dans le BT Empire 2006. Le dragon a fini dans un musée impérial. Oui par exemple. Oui. Et donc les hauts elfes avec à leur tête Eltarion, Belanaer et Eldira vont attaquer lors de la nuit des mystères, donc véritablement lors de Gemnisnart, au moment vraiment où la magie dans le monde de Warhammer est la plus puissante de toutes, ils attaquent Munfred. Munfred qui a mobilisé toutes ses troupes pour défendre les 9 démons. Pourquoi ? Parce que les 9 démons eux-mêmes, donc à l'intérieur de cette énorme coupole de pierre, Arkhan est en train de commencer le rituel qui prendra fin à minuit lors de la nuit des mystères. Il faut que personne ne puisse atteindre Arkhan s'il y a le moindre problème, si le rituel a le moindre problème, Nagash ne pourra peut-être pas revenir de son plein potentiel, ou en tout cas, le rituel peut même échouer, il faudra attendre 1 an de plus. Autant affronter Ganon avec un bout de bois lors d'une lune de sang, il y aura plus de chances de triompher, je pense. Je pense aussi. Mais Eltarion est loyal jusqu'au bout. Il sait qu'il ne pourra pas gagner. Là, il le sait dès le début. Eltarion, il fait bon. On a aucune chance de gagner. Merci beaucoup, Shepard. Merci beaucoup. C'est un très bon nom, Shepard. Merci beaucoup pour le follow et bienvenue parmi nous. Mais Eltarion se dit qu'il a une chance, peut-être même 2. Il sait que les morts-vivants ne tiennent que par leurs généraux. Ils tiennent aussi par la magie. Et avec lui, il a Belanaer. Belanaer est un haut elfe. Et Belanaer, il maîtrise les drains de magie. C'est un champion des drains de magie. C'est-à-dire que c'est un gars qui est capable de faire disparaître ou de sceller la magie. Priver les morts-vivants de la magie, même un temps, ça leur permet d'être fragiles. Ça leur permet d'être mortels. Est-ce que la main de Nagash a été retrouvée ? Oui, Armellus, tout à fait. La main de Nagash est en possession de Arkhan dans les 9 démons. Là, les 9 démons, il y a tous les artefacts et il y a les prisonniers. Les prisonniers importants. Merci beaucoup, Shepard, pour ton sub. Merci énormément à toi. Dans cette bulle, à l'intérieur des 9 démons, une bulle qui d'un coup
se referme au début de la bataille par la libération du pouvoir de Arcane, qui fait un énorme bouclier. On ne sait pas comment il est capable de le faire, le gars, mais il le fait. Un bouclier impénétrable. Arcane a à l'intérieur Volkmar. Il a à l'intérieur la fée enchanteresse des Bretoniens. Et il a à l'intérieur Aliatra, la fille de la reine éternelle. L'objectif de Eltarion. Eltarion se dit que s'il arrive à canaliser la magie suffisamment, il peut avoir une chance de tabasser Manfred. S'il arrive à tabasser Manfred, il va ensuite entrer dans le dôme par la puissance de son mage ou par sa propre puissance magique et tenter de tabasser le mort-vivant, ou en tout cas simplement, même peut-être simplement de s'enfuir avec Aliatra, privant donc un artefact du rituel, etc. Merci beaucoup, Shepard, pour ce gentil mot, c'est gentil. Le plan, c'est de faire une frappe chirurgicale. Les hauts elfes entonnent leur chant de mort et se lancent à la bataille. La bataille va être titanesque. Manfred se fait un peu avoir sur cette bataille, parce que normalement Manfred était dans les 9 démons. Il était là, mais il savait qu'une armée hauts elfes approchait, ce qui fait que, étant le seigneur de la Sylvanie, il devait défendre sa terre. En tout cas, c'est ce que lui a dit Arcane au moment où il a lancé le rituel. Ils étaient tous les deux dans les 9 démons, prêts à lancer le rituel lorsque l'armée hauts elfes est approchée, et Arcane s'est retourné vers Manfred et lui a piqué au vif, un petit peu dans son orgueil, parce qu'il est très orgueilleux, Manfred est extrêmement orgueilleux. Il lui a dit « Défendez votre terre, ne laissez pas briser le rituel ». Et bien entendu, Manfred s'est exécuté à contre-cœur, surtout lorsqu'il a vu la bulle d'énergie entourer les 9 démons. Est-ce qu'il est capable de la passer ou pas? Il n'en sait rien. Attends, c'est moi ou depuis le début, j'entends beaucoup en fond. TG, ils avaient cette capacité. Ah oui, il l'a juste jamais montré. Ou ta gueule, c'est magique. Bah, en fait, c'est. Oublie pas encore une fois, je l'ai dit dans le tout premier stream, les tempêtes de magie sont libérées. Donc là, tu as une puissance magique qui est incroyable. Arcane est vraiment, je trouve, le personnage qui a ultra up en termes de puissance loristique depuis le début. C'est vraiment un personnage ultra puissant en fait. Alors que techniquement, il est anecdotique dans l'histoire générale depuis le début. Et Manfred se fait manipuler. C'est là que Manfred se fait manipuler, on va dire, une bonne fois. Manfred va donc mobiliser ses troupes, se fait éjecter des 9 démons et va mener la bataille. Au début, les Wells vont être une percée à travers les murs, vraiment. Alors là, les murs de Zombard, de Mort-Vivant, de Vargeist, ça passe tout à travers. Ça se fait défoncer par les hauts elfes. Et Manfred comprendra très rapidement que c'est pas normal. On peut littéralement lécher la magie sur les murs. Ouais, c'est littéralement ça un saut là. Et en fait, Manfred, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On est quand même en Sylvanie, je suis le maître, les morts, ils sont à moi, nanani, nanana. Pourquoi vous faites défoncer? Et en fait, il comprend que la magie en Sylvanie, le sortilège qui lui a nécessité des sacrifices de sang divin pour être généré, est en train de se faire siphonner, annuler, bride par bride, ligne de code par ligne de code, par Belanaer, qui crée de l'anti-magie. Vous savez que les hauts elfes, ils font de drain de magie, c'est un de leurs sortilèges. C'est littéralement le vortex de magie. Hein. C'est un drain de magie total, un drain des vents de magie. Ils ont activé leur carte piège, c'est ça. Et Belanaer est en train vraiment, au milieu de l'armée hauts elfes, de gérer une espèce de bulle d'anti-magie et de casser les sorts de Manfred les uns après les autres. Attention, il n'arrive pas à tout casser, car la Sylvanie est gorgée de magie grâce au sortilège de Manfred. Mais il en supprime 80%, 90%. Ça permet quand même à Manfred d'arriver à relever des troupes, mais pas du tout autant que d'habitude. Karsen qui se prend l'Ursap, ouais, c'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça. D'expérimenter à une partie de triomphe et trahison, on dirait. On dirait un peu, ouais, on dirait un peu. Ce qui fait que Manfred va tenter, bien évidemment, de reprendre l'ascendant magique pendant que il envoie toute sa force volante sur Eltarion. Le mec balance des dizaines de Terrorgeist et de Vargeist hein, sur un héros. Ah, quand même. C'était mais dis donc. Tu vois qu'il le prend au sérieux, quoi, le gars. Le mec le prend au sérieux, quand même. Pendant ce temps, Manfred
du haut de son destrier mort-vivant, se dirige vers Belanaer. Belanaer, c'est un chasseur de dragons, pour ceux qui en arrivent, bien évidemment. Le Karyuno-Oken, bien sûr. Le flamme de dragon, bien évidemment. Évidemment. Manfred, du haut de sa cavalerie, avec ses Templiers de Drakenov, bien entendu, ses fameux chevaliers de sang, va se diriger vers Belanaer pour tenter de le tuer. Sauf qu'il va se prendre une contre-charge d'autres cavaliers, des fameux chevaliers de Tiranoc, des hommes d'argent très célèbres dans le lore de Ultuan, avec des chars très célèbres. Et ces chevaliers de Tiranoc vont être commandés par Eldira, qui est l'écuyère de Tyrion. Et Manfred va faire son premier duel. Son premier duel de cette bataille, il va tomber contre Eldira. Eldira qui va être une combattante qui va le surprendre. Alors que je vous rappelle que Manfred est ultra orgueilleux. Le gars qui s'est beaucoup trop habitué souvent, c'est vraiment décrit dans le roman comme ça, qui s'est tellement habitué à ses réflexes vampiriques, au fait que sa puissance humaine a été multipliée par 3 et qu'il est beaucoup plus résistant, il levait sa faux, il découpait n'importe qui en face, ou presque n'importe qui. En même temps, les seigneurs vampires, c'est endurance 5, force 5. Un humain, c'est endurance 3, force 3. Traduire en profane. Et là, en face, il tombe sur une adversaire qui est ultra rapide, ultra svelte, qui lui balance des attaques super rapides, super précises. Donc il se fait surprendre. Il arrive par contre quand même si ça reste ultra rapide, ça n'a pas assez de puissance pour vraiment l'inquiéter, il arrive à la contrer suffisamment et il arrive même à la désarmer après plusieurs minutes d'un combat plutôt intense quand même. Il perd son cheval d'ailleurs. Non, il perd pas son cheval, pardon, c'est pas encore. Il arrive à désarmer Eldira et Eldira, alors qu'elle est désarmée, va lui péter un croc à main nue. La gonze, elle est désarmée, elle se met comme hack devant lui, elle lui met un uppercut d'un gantelet de métal en itilmar et elle lui pète un croc. Un croc vampirique, c'est littéralement quand même un truc dont ils sont fiers les vampires. Franchement, pour le moment, cette bataille est super cool. Franchement, la bataille est bien cool, mais elle se termine, tu l'imagines bien, assez mal. Ou elle dira plus rien. Facile, Nero, facile. Shoryuken. Ouais, c'est à peu près ça. Bien évidemment, lorsque la facture du dentiste à l'aide, c'est ça. Oh la salope, ouais, j'avoue. Et justement, Manfred, il est surpris par ça. Il fait mais c'est la salope. Il est comme ça. Il fait un pas en arrière et il reconnaît en Eldira qu'elle a un potentiel énorme. Il fait toi, tu vas faire partie de ma collection. Et là, d'un coup, il claque des doigts et en mode sortilège de chauve-souris qui englobe Eldira et elle disparaît. C'était pratique. Pourquoi tu l'as pas fait avant? Je sais pas, mais t'aurais peut-être pu le faire avant, non? Je sais pas. Enfin, bref. J'appelle ça un cheat code, monsieur. Ta gueule, c'est magique, allez hop. Alors, sachez que y aura un clin d'œil à Eldira à la fin du chapitre. N'ayant plus d'adversaire à sa hauteur pour l'instant, Manfred voit ses Templiers de Drakenov qui ont subi presque la moitié de leur perte par la charge de Tiranoc reprendre l'ascendant, parce qu'en face, ça ne reste que des elfes contre des vampires en armure lourde montée. Et il va se diriger vers Belanaer et ils vont se lancer dans son deuxième duel, Manfred. Deuxième duel de Manfred contre un autre héros haut elfe, Belanaer. Il y a une explication comme ça pour les elfes sylvains? Non, là par contre c'est vraiment le sortilège, pouf, il la capture et elle se retrouve prisonnière au château de Drakenov quelques heures plus tard. Là par contre j'ai pas d'explication. Je sais même pas, en même temps, t'as un sortilège de l'ombre qui fonctionne un peu comme ça dans le monde de Warhammer, où tu peux TP des personnages quand tu réussis un sort. Donc techniquement c'est valide en termes de lore. C'est juste que le gars, ils auraient pu amener ça un peu mieux, genre, il aurait pu l'assommer, elle se fait emmener, que claquer des doigts et la faire disparaître dans un vol de chauve-souris. Mais bon. Belanaer et Manfred, vu que Manfred vient d'avoir une victoire, alors que pas du tout, le mec il a fait jeu égal, en tout cas c'est mon point de vue, mais parce que je suis peut-être un peu trop pro-elfe, pardon. Manfred qui vient de battre une héroïne au combat,
va se diriger vers Belanaer et va tenter de battre un maître du savoir elfique, parce que lui, il est meilleur qu'un elfe. Il est Manfred, le plus puissant de tous les vampires. Et il va tenter un duel magique. Et il va un peu, encore une fois, se faire surprendre. Il va donner. Il va donner Manfred. Belanaer sera au plus grand de sa forme et va bien sûr souffrir parce qu'il est quand même en terrain conquis. On est littéralement la nuit des mystères, en pleine Sylvanie, qui a tous les buffs de Manfred depuis des années. Belanaer va tenter des boucliers, des boules de feu. Il va tout tenter pour d'arrêter au moins la magie offensive de Manfred. Et le gars va se faire avoir parce que Manfred arrive à relever un gars mort à côté de Belanaer pour lui choper la cheville et le faire tomber par terre pour que le bouclier cède et lui faire tomber et le tuer par un sortilège derrière. En tant qu'arbitre nain, je décide de déclarer le duel comme match nul. Je suis d'accord. Le backstab, en fait. Il se fait backstabber, ouais. Il annulait pas la magie. Ouais, mais encore une fois, je te l'ai dit, Sugaki, il annule 80% de la magie, mais tu peux pas tout annuler en Sylvanie. C'est très Manfred dans l'idée. C'est très Manfred. C'est pas réglementaire. Relever un gars pour poignard, ok, mais pour le faire tomber. Je crois qu'il le backstab, pardon, mais il le tient à la cheville, ça déconcentre le mage, il le plante et Manfred il en profite pour le finir en fait. C'est très vampire, c'est très vampire. La technique est immonde et dégueulasse, c'est pour ça que pour moi, Manfred, c'est le premier pupute masculin numéro 1 du monde de Warhammer. Je déteste ce mec et la fin des temps, on ne m'aime pas du tout à l'aimer, on est bien d'accord. La classique, comme dit Nafi, bien sûr. Et donc là, privés de leur mage anti-magie, les hauts elfes vont être assez rapidement submergés. Tant qu'il s'agit de gagner. Bah oui, après, c'est une méthode de jeu. Il y en a qui jouent assassin dans n'importe quel JDR ou dans n'importe quel wargame. Mais dans son ancien or, il entraînait les maîtres des épées. C'est pas possible de finir comme ça. Ben si. D'ailleurs, il se fait planter par un de ses maîtres des épées, d'ailleurs, Wildebar. Juste pour te dire. Alors que normalement, les maîtres des épées, ils sont censés avoir une barrière mentale même quand ils sont un peu morts. Donc bon, c'est Manfred pendant la fin des temps, en Sylvanie, la nuit des mystères. Le mec peut avoir des facilités scénaristiques, c'est sûr. Donc Manfred, ah oui, Manfred, il a survécu à tout ça. Manfred, il a battu Eldira de son propre point de vue. Il a battu Belanaer de son point de vue aussi, parce qu'il l'a eu à la magie, bien évidemment. Il l'a battu à la magie. Donc là, Manfred, avec son cheval, il voit que les hauts elfes sont totalement encerclés. Ils sont foutus. Il va se diriger. Il ne reste plus que quelques brides de centaines de soldats en train de se battre. Des centaines et des centaines sont déjà morts. Il n'en reste plus qu'une petite centaine en train de combattre, entouré de morts. Tout est offert pour Manfred. Et il va se diriger vers les 9 démons. Il va se diriger vers la bulle protégée d'Arcane. Et c'est là qu'Eltarion lui tombe dessus. Ah. Ah. Et là, est-ce que tu vas faire la même Est-ce que ça va être la même, monsieur, là? Mais il va glisser sur un zombie et il va tomber. Ça rigole moins. Eltarion va tomber des cieux, littéralement, et va défoncer le cheval de Manfred. Parce que, bien sûr, encore une fois, Eltarion et son griffon sur la table frappent en premier avant toutes les règles de Manfred. Mais là, Manfred arrive à le voir venir et esquive le coup. Mais c'est son cheval qui prend. Donc le gars est désarçonné, mais c'est tout. C'est les impôts du tuant, on va dire ça comme ça. Donc Manfred se fait désarçonner. Voilà. Eltarion avec Eldorage, donc son griffon, fait un demi-tour, fait un virage très sec et retourne sur la tronche de Manfred pour le lacérer de ses griffes et de ses serres. Et alors que les deux héros frappent en premier, encore une fois, que le griffon et l'elfe frappent en premier, Manfred va esquiver le coup et va
éventrer Eldorage. Il éventre le griffon. Presque sans effort. Et Eltarion tombe au sol. Eltarion tombe au sol face à Manfred. Les deux sont blessés. Les deux sont dans un mauvais état. Eltarion l'est un peu plus que Manfred. Parce que Manfred, on rappelle bien que c'est un conte vampire. C'est quelqu'un qui ne fatigue pas, contrairement à Eltarion, qui même s'il est un pro du combat, reste quelqu'un de vivant. Donc il se fatigue à un moment ou à un autre. Et c'est là qu'arrive le duel épique entre Eltarion à pied et Manfred à pied. Les deux, l'un face contre l'autre. Le vampire, dernier de la lignée des Van Karstein, plus puissant nécromancien de Sylvanie sur sa terre natale, contre Eltarion qui n'a plus qu'une seule idée en tête. Venger Tyrion, venger Aliatra qui est en train de se faire embarquer par Arcane, empêcher tout ça et faire l'ultime sacrifice de sa propre vie pour faire foirer le plan de ses adversaires. Le combat, là par contre, va être mauvais pour Manfred. Manfred va avoir en face de lui certainement le meilleur épéiste qu'il n'a jamais rencontré. Manfred qui joue un petit peu toujours de la même manière, à la magie, avec l'épée, avec sa puissance naturelle de vampire et son endurance naturelle de vampire, tombe contre un surdoué de l'épée. Eltarion est connu pour changer de tactique toutes les 4 secondes lorsqu'il combat à l'épée. C'est-à-dire que le mec te fait un estoc et derrière te fait un coup large, il te vise la cheville et en fait c'est un gantelet qui t'arrive dans la gueule. C'est littéralement... Sa puputerie, oui j'ai oublié la puputerie, pardon. Je t'écoute avec fascination et horreur car je joue littéralement l'héritage de ce chapitre de l'histoire. C'est mon perso favori. J'adore Eltarion aussi. Et tout simplement, les deux vont faire un jeu égal qui prend bien sûr l'ascendant sur Manfred parce que Manfred reste un personnage ultra puissant en termes de magie qu'Eltarion n'a pas à ce niveau-là. Eltarion reste un puissant sorcier, mais pas aussi puissant que Manfred, surtout pas en Sylvanie. Et en fait, Eltarion va se faire découper un morceau du visage par Manfred. Il va se faire légèrement planter dans l'épaule par Manfred. Mais Manfred sera désarmé par Eltarion, qui va tout simplement arriver à le mettre à genoux, prêt à l'achever. Manfred, voyant qu'il se fait surprendre par cet adversaire au moment où il s'y attendait le moins, alors qu'il avait l'ascendant, Manfred voit qu'il ne fera pas jeu égal à l'épée contre lui. Eh bien, Manfred libère sa magie. Mais quel sale... Voilà. Il libère sa magie et entoure Eltarion d'une dizaine d'épées spectrales pour le trucider et le découper en lamelles. Eltarion, voyant ça arriver, change de posture et passe en pose défensive et n'arrête pas de contrer parce qu'il arrive, le mec, à contrer des dizaines de lames spectrales qui l'affrontent. What the fuck? On joue le genre Soul Calibur avec des persos Warhammer. C'est rare pour moi d'avoir du respect pour un elfe, mais là, ah non, mais Eltarion, il tabasse sec. Et justement, Eltarion recule et se sépare donc de Manfred. Manfred qui fait je vais t'avoir avec ma magie, etc. Jusqu'à ce que Manfred ne voit pas arriver ce coup-là, le griffon. Parce que le griffon, il l'a mis au sol, il l'a éventré, mais il l'a pas tué. Et à ce moment-là, le griffon, il arrive sur Manfred. Et il le plante. Il le plante littéralement. Hein, voilà. Il fait... Ça, voilà. Il le plante de ses serres. Le poulet, tu sais, qui fait... Il a la vision de l'horreur, tu sais. Où t'as un poulet géant qui te regarde comme ça et qui plante ses serres sur toi. Elle a peur de tous les vers de terre du monde. Il s'est fait KFC, c'est ça. Un griffon moitié mort veut tuer un mort. Legit, donner un cookie à ce griffon, j'avoue, Black Cat. Et en fait, Eldorage, dans son dernier souffle, va empaler de ses serres Manfred et va tomber sur Manfred, vraiment le recouvrir de son cadavre, libérant Eltarion du sortilège. Le sortilège va dépop. Oh non, pas le poulet, pas le poulet, pas le poulet, c'est ça. Eltarion donc va avoir survécu à ce défi.
picoré à mort, c'est trash pour un Seigneur. Alors, il n'est pas picoré à mort, il est planté des serres. Il avait plus assez de force, en fait, vraiment, Eldorage, pour le picorer. Il aurait pu le décapiter et le tuer, hein, Eldorage, mais il n'a eu que le temps de le planter. Il s'est pas fait découper. Si, il s'est fait éventrer sur le côté, mais il a fait un Deus Ex Machina. Il a fait vraiment un sauvetage d'Eltarion. Mais vu tout ce qu'a fait Manfred depuis le début, je trouve que c'est au moins legit qu'il se prenne le coup de bec du griffon. Parce que le griffon n'a pas réussi à le toucher une seule fois. Donc il se prend un coup de serre. Ça va. Le poulet a exorcisé Eltarion. En fait, il a exorcisé le sort que Manfred avait lancé sur Eltarion. Des escadades pour faire pousser du maïs sans respect pour ce poulet, j'avoue. Il est devenu allergique aux oiseaux. Double 6, double 6 plus en fait. Ouais, c'est ça. Et justement, Eltarion se retrouve libéré. Il se retrouve libéré de cet adversaire qui lui bloquait le chemin. Il est devant le dôme. Il est devant le dôme des 9 démons. Et là, ce qu'il voit, Eltarion, il voit à travers le dôme. Ce qu'il voit, c'est Volkmar attaché. Volkmar, donc le grand théogoniste de Sigmar, attaché au milieu des 9 démons par Arcane, par des chaînes attachées par Arcane. Il porte sur lui, Volkmar, l'armure de Nagash qui a été volée chez les Chevaliers de l'Ordre du Sang de Sigmar. Et il est littéralement les pieds dans le sang de la fée enchanteresse qui est morte égorgée. La fée enchanteresse, fille de Ladriel, Liléate, déesse du lac, qu'importe. La fée enchanteresse vient d'être sacrifiée par Arcane. Volkmar est attaché, il continue de psalmodier des prières de Sigmar, Sigmar qui ne peut pas l'entendre malheureusement. Et Arcane est face à la bulle, face à Eltarion. Il vient de voir Manfred se faire battre et Arcane a dans les mains Aliatra, la fille de la reine éternelle, la fille de Tyrion, celle que Eltarion est venu sauver. Et Eltarion, il fait bon, tout est perdu. Tout est perdu, mon armée est perdue, je suis presque mort. Eh ben, je vais tuer Aliatra. C'est moi qui vais la tuer. Je vais mettre fin au rituel en sacrifiant Aliatra, en la tuant moi-même, et pas qu'elle ne meure des mains de ce nécromancien. Il veut en fait abréger les souffrances de cette pauvre elfe en se sacrifiant pour cela. Il fait tout simplement, non mais là, on a tout perdu. Autant, tu sais, c'est comme ce harakiri en fait, littéralement. Sauf qu'il y a une bulle. Il y a une bulle de l'énergie d'Arcane qui a été créée. Et Eltarion, je vous rappelle qu'il a un croc, presque l'égal d'un croc runique. Il a une épée forgée par Vol. Et il va planter son croc, le croc d'acier, dans la bulle et forcer le passage avec son croc à travers la bulle d'énergie. Arcane, quand il voit ça, il fait aucune arme humaine ne peut traverser. Oh putain, ça marche. Parce que c'est pas une arme humaine, monsieur, c'est un croc d'acier de Vol. Et tout simplement, il passe à travers la bulle d'énergie. Eltarion passe à travers. Son épée qui vire au rouge, puis au blanc, qui finit par céder. Eltarion arrive. Merci Tacos, merci beaucoup pour le follow. Eltarion arrive au moment où sa lame cède à passer à travers la faille de la bulle d'Arcane. Il est dans la bulle, il est face à Arcane, face à Aliatra qui est prisonnière et Volkmar qui est prisonnier. Mais il n'a plus son épée. Et au moment où Eltarion commence à avancer, une ombre arrive derrière. C'est Manfred. Manfred qui n'est toujours pas mort alors qu'il a été transpercé par un griffon. Il essaie de suivre Eltarion pour passer dans la faille que Eltarion a créée. Et la faille se referme à travers la bulle d'Arcane derrière Eltarion, laissant Manfred dehors. Eltarion est donc sans armes et face à Arcane. Arcane qui d'un coup se dit « Putain, il y en a un qui est passé, quoi !» Je vais te griller la tronche. Il prend le bâton de Nagash qu'il a récupéré dans la maison Taal et il tente de balancer un sortilège en pleine face. La fée enchanteresse s'est fait tuer, du coup, elle a été égorgée par Arcane. C'est le début du rituel qu'il n'a pas pu empêcher, Eltarion. Eltarion, qui, je le rappelle, est un sorcier aussi. Il possède le talisman de Hoët, possède une protection. Il va encaisser le sortilège qui va se dissiper sur le médaillon de Eltarion. Et Eltarion qui va arriver au corps à corps à main nue contre Arcane.
Arcane qui va se faire choper à la gorge par Eltarion et qui va lui mettre des quiches en pleine gueule. C'est quoi le domaine de magie d'Eltarion? Il peut choisir n'importe lequel des 8 vents, sache-le. Et il a une protection contre la magie, de base. Donc Arcane qui commence à se faire bourriner la tronche par Eltarion qui fait « Tu vas arrêter de se sortir !» Je sais pas, j'enlève un peu de épique, mais la scène est vraiment ultra épique. Ça part vraiment en combat de boxe. On fait « Oui, oui, Black Cat, il y va au corps à corps. » Et justement, voyant que c'est une liche en face, hein, il a réussi à la désarmer. Malheureusement, il a lâché Aliatra à ce moment-là. Aliatra qui s'est effondré au sol, qui n'a plus de force. Et tout simplement, Eltarion regarde autour de lui, il n'a pas le choix. Il sait qu'il va devoir d'abord tuer cette créature avant de mettre fin à Aliatra. Et il étrangle de ses 2 gantelets de métal Arcane. Arcane qui se dit « Putain, mais il va m'arracher la tête !» Et Arcane qui fait « Bon, très bien !» et qui utilise le fait que Eltarion le tient à la gorge. Il pose ses 2 mains sur les canons. Donc les canons, c'est les protections d'avant-bras de Eltarion. Et libère un pouvoir de la mort, domaine qu'il maîtrise depuis qu'il a les artefacts de Nagash. Il libère un pouvoir et Eltarion, qui continue de serrer la gorge d'Arcane, voit ses canons de métal d'Itilmar, je le rappelle, rouiller, fondre, et Eltarion, héros de Thor Ivresse, Eltarion le sinistre, va en quelques secondes tomber en poussière. Voilà. Voilà la fin d'Eltarion. Il aura tout fait. Il aura tout fait, il aura tout tenté. Mais malheureusement, c'était trop. Une fin épique. Franchement, sa fin est ultra épique. Et donc, son sauveur étant mort, Arcane voit Munfred de l'autre côté de la bulle. Munfred qui tabasse la bulle en disant « Laisse-moi rentrer, laisse-moi rentrer !» Et Arcane qui, de l'autre côté, bien à l'abri, ayant abattu son adversaire, ayant presque terminé son rituel, regarde Munfred et se moque de lui, lui dit « Tu as eu ton utilité, tout ce que j'avais décidé que tu fasses, tu l'as fait. Grâce à toi, Nagash va renaître et tu ne pourras pas t'en approprier le pouvoir. » Arcane va mettre fin au rituel. Il va tuer Aliatra, mais avant qu'il ne l'égorge, il plonge ses yeux morts dans les yeux d'Aliatra qui a repris conscience et qui a vu les toutes dernières secondes d'Eltarion. Elle regarde Arcane et elle lui dit, au moment où il pose la lame contre sa gorge, elle lui dit « Mon père te fera payer ça. » Et Arcane lui répond « Ton père est déjà mort, il ne pourra pas te sauver. » Et au moment où Arcane répond ça à Aliatra, Aliatra sourit légèrement et ferme les yeux. Et Arcane, il a un doute à ce moment-là. Il fait « Attends, quoi? Pourquoi elle sourit? Pourquoi elle m'a dit ça ?» Et vu qu'il voit que minuit approche, il fait « Bon, tant pis, j'ai pas le temps. » Et il égorge Aliatra. Il égorge la fille de la reine éternelle. Il égorge Aliatra. Son sang recouvre le sang de la fée enchanteresse. Et alors, c'est le tour de Volkmar, Volkmar a vraiment l'horrible fin. Volkmar qui est censé être le grand théogoniste de Sigmar, qui est censé avoir un pouvoir divin en lui. Il se fait trancher la main alors qu'il est encore vivant. Il se fait planter la main de Nagash elle-même sur son propre corps. Et là, Arcane libère tous les pouvoirs. Et Arcane provoque la réinvocation de Nagash aux 9 démons. Munfred, qui est là sur le dessin, de l'autre côté de la bubule, se voit totalement empêché de pouvoir corrompre le pouvoir qui est libéré, tandis que Arcane, sur le corps lui-même de Volkmar, utilisant les sacrifices des sangs divins qu'il avait, eh bien, réinvoque Nagash. Munfred Ultime Cock, c'est ça.
Il se fait tellement pas respecter, Volkmar, c'est dingue. Ah oui, non, mais Volkmar est totalement useless dans la fin des temps V8. Le corps de Nagash sur sa figue, c'est Volkmar qui a muté via magie de la mort. Bah en fait, là, c'est tous les artefacts eux-mêmes. Rappelle-toi que Nagash, il a été réinvoqué plus d'une fois dans le monde de Warhammer. Mais là, c'est même pas une réincarnation ou une réinvocation. C'est vraiment le Nagash x 1000. Parce que là, c'est tout le pouvoir de Nagash, plus le pouvoir de la fin des temps, plus tous les artefacts qui ont été sa force et qui ont même servi à le vaincre. Parce que là, il y a même eu l'épée de Malpire qui a tué Nagash qui est dedans. Hein. Donc c'est vraiment... c'est tout mélangé, quoi. Let's go. C'est d'imaginer Vlad sous le griffon. Non, c'est Manfred. Mais oui, je vois. Et donc, Nagash se réveille. Nagash est réinvoqué sur Terre. Nagash, c'est pas n'importe qui. Au moment où ça se passe, littéralement, le monde vacille. Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas que Nagash qui est réinvoqué, c'est le Nagash x 1000. C'est le Nagash qui, par du sang divin, arrivera à devenir le dieu de la mort et à tuer les dieux du chaos. C'est son but. C'est la mission qu'il a confiée à Arcane avant qu'il ne meure. Si je meurs, trouve les artefacts de mon corps, trouve les artefacts qui m'ont tué, attends le bon moment et réinvoque-moi. Invoque-moi de tous les pouvoirs et fais de moi un dieu plus puissant que les dieux du chaos. Nagash, par des sacrifices divins, est réincarné sur la planète. Sa première action lorsqu'il va naître, c'est soumettre les morts qui l'entourent. Il voit Arcane, qui est déjà soumis, qui est déjà à ses pieds, déjà en train de lui vouer son allégeance. Il se tourne vers le deuxième plus puissant qui est à côté, il regarde Manfred et il lui dit « Tu me sers, me sers-tu » Et Manfred, qui voit Nagash en face de lui, qui fait « Oh putain, oui, je te sers !» Donc Manfred qui a les boules, hein, bien sûr, et Nagash qui libère son pouvoir à un niveau incroyable. Nagash qui veut lui-même devenir le dieu de la mort, et pour ce faire, il va devoir incarner le vent de la mort. Il libère tout son pouvoir d'un coup, en une seule pensée, parce qu'il a tous ses artefacts, parce que c'est la tempête de magie, parce qu'il a été relevé x 1000, et son esprit et sa puissance vont jusqu'au centre d'Ultuan et arrachent du grand vortex des hauts elfes le vent de la mort pour l'incorporer en lui. Il ne devient pas un réceptacle de la mort, il devient le réceptacle du vent de la mort. Il devient 1/8 des vents, à lui tout seul. Il n'a pas changé de plan en 10 éternités, le Nagash. Ben non, c'est toujours son plan, ça a toujours été le même plan. Et Nagash, lorsqu'il arrive à arracher le vent de la mort, quelque chose ne se passe pas comme prévu. Et c'est là que tout le plan compte. Nagash, il avait besoin de sang divin, de plusieurs sangs divins pour arriver à cette version x 1000. Une version qui aurait fait qu'il est aussi puissant, voire plus que les dieux du chaos. Ou en tout cas, c'est ce qu'il pense. Mais, il a le sang de Sigmar, très bien, par Volkmar. Il a un sang de Dieu par la Dame du Lac, un sang divin elfique, hein, ou en tout cas un sang divin puissant, elfique ou pas, c'est encore en suggestion. Il a le sang de Isha, parce qu'elle est la fille de la reine éternelle, mais il n'a pas le sang d'Azurian. Il lui en fallait 4, et il en manque un. Parce que Aliatra n'est pas la fille de Finubar, roi phénix, incarnation d'Azurian sur Terre, et de Alariel, elle est la fille bâtarde de Tyrion. Tyrion qui n'a pas de sang divin. Nagash n'est donc pas Nagash total. Il est un Nagash incomplet. Lorsqu'il va libérer son pouvoir pour devenir lui-même le réceptacle de la mort, ça ne va pas marcher. La mort va entrer en lui et en fait va le gangréner de l'intérieur. Le vent est trop puissant pour lui. Et c'est là que Manfred y voit Nagash en train de
en train de souffrir et il fait et Arcane qui est lui complètement buggé en train de se dire what? Mais qu'est-ce qui se passe? Et qui attend un ordre de Nagash et Nagash qui est en train de douiller sa mère, littéralement. Et directement, Nagash n'a pas d'autre choix, il doit libérer le pouvoir du vent de la mort qui lui tombe dessus, le pouvoir qui était totalement canalisé euh, par le vortex de magie. Et Nagash va donc choisir la Sylvanie elle-même, donc la terre qui l'entoure, pour être le réceptacle de la mort et non pas lui-même. Libérant cela, le monde entier va avoir une déferlante d'énergie de la mort, et là je parle bien du monde entier de Warhammer. Partout, au moment où va se passer ce sortilège incontrôlé de Nagash, les morts vont se relever partout. Sauf que ce plan-là, lorsqu'il a arraché le vent de la mort et donc qu'il a libéré tous ces morts de partout, il a véritablement réveillé les morts, eh bien il devait être lui-même l'incarnation du vent de la mort et donc il devait tous les contrôler d'un coup. Sauf que là, vu que le vent de la mort repart dans la terre de Sylvanie et qu'elle-même devient le centenaire magique de la mort, eh bien tous ces morts qui se relèvent, ceux qui sont en Sylvanie autour de lui, ben, c'est lui qui les contrôle, c'est lui le plus puissant, c'est Nagash, ça reste Nagash. Mais tous ceux dans le monde entier, dans l'Empire, en Bretonie, dans le Nord, en Lustrie, à Cathay, etc., tous se lèvent et restent comme ça. Des morts inanimés qui se sont redressés. Alors il se passe des cataclysmes énormes. Par exemple, le collège d'améthyste à Aldorf, il disparaît. Il part en poussière. Tout le collège d'améthyste. Donc Elspeth von Liebitz, hein, la super personnage impérial archimage du domaine de la mort sur son dragon. Non, pouf, pouf, disparu. Plus dans le lore. Allez, comme ça, pas de figurines à refaire, etc. Fini, terminé. Les mages perdent leur pouvoir, ou en tout cas, les mages deviennent fous, les trois quarts meurent, etc. Les morts se relèvent et restent des pantins, et puis même retombent quand il n'y a plus assez, parce que la magie de la mort repart en Sylvanie derrière. Bref, c'est la catastrophe à ce moment-là. Nagash est pris de court. C'est reparti pour les TP random à l'aide. Alors, c'est pas vraiment les TP, c'est qu'il y en a qui perdent leur pouvoir, d'autres qui meurent parce qu'ils sont arrachés de leur âme, et d'autres qui restent mages de la mort parce qu'il y a toujours de la mort qui tourne quand même, toujours du vent de la mort qui tourne. Mais c'est pour ça qu'on n'entend plus parler de la grande magicienne de Nuln. Bref. Tous ces morts, c'est une catastrophe totale. Les ailes, bien sûr, se font bouffer, bien évidemment. Et Nagash se voit contraint de revoir ses plans. Il comprend qu'il s'est fait berner, que Aliatra n'était pas de sang divin, ou en tout cas pas totalement de sang divin, et donc il se sent incomplet. Nagash en reste Nagash. La Sylvanie reste le territoire où il y a le plus de magie de la mort, mis à part à un autre endroit. Nagash va donc être victorieux, c'est lui le grand victorieux de cette histoire, parce qu'il est réincarné. Il est certes pas à x1000, mais il est à x80, il est quand même vachement fort. Et tout simplement, Nagash comprend ce qu'il se passe. Normalement, de son propre point de vue, il aurait dû renaître et aller directement au nord avec toute son armée de morts vivants et ravager le nord et devenir un dieu plus puissant que les dieux du chaos. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il va devoir attendre. Il va devoir attendre d'être lui-même complet. Pour ce faire, il va falloir qu'il rentre chez lui. C'est-à-dire qu'il va devoir retrouver son artefact qui lui permettrait de retrouver ce fameux trône que vous voyez sur l'image et de faire canaliser vraiment longtemps, des trucs qui va durer plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, le fait qu'il canalise plus naturellement, que son corps s'habitue à ces déferlantes d'énergie. Il va lui falloir la pyramide noire de Nagash en Neekara. Le chapitre se termine comme ça. Nagash prépare ses forces pour attaquer Neekara et retrouver sa pyramide noire. Mais il a également besoin que le chaos ne gagne pas pendant ce temps. Il va donc avoir besoin de ces fameux 9 chevaliers noirs, ces 9 mortarques, ces 9 lieutenants, c'est ceux qu'il avait utilisés lors de sa guerre contre la première guerre de Neekara. Et tout simplement, c'est comme ça qu'il va nommer ces fameux grands lieutenants. Manfred, bien entendu, deviendra un mortarque. Arcane en est déjà un. Krell est nommé également mortarque. Luthor Harkon, parce que mec, c'est Nagash.
Quand Nagash est né, enfin est renaquis, tous les vampires, tous les morts-vivants vont avoir ressenti son énergie et son appel à la guerre. Merci beaucoup Vectageant, merci beaucoup pour le sub offert à la commune, merci beaucoup. Ils ont des anneaux, c'est neuf? Non, ils ont pas. Krell, ouais, Krell a suivi Manfred et Arkane depuis le début. Et là, Krell est nommé Mortark. Il y a également donc Luthor Harkon en lustrie, le mec qui ressent l'appel. Il fait tiens, il y a le patron qui appelle. Bah écoute, ouais, je vais te suivre parce que je me fais chier. C'est littéralement la description qu'il y a à Luthor Harkon. C'est qu'il est d'accord parce qu'il s'embête. Voilà. Il y a également Wallach Harkon, le maître des chevaliers de sang dans le fort du sang, pas très loin de Karaknorn. Donc le maître des combattants morts-vivants, des grands duellistes et chevaliers morts-vivants, qui va rejoindre également Nagash. Et alors là, c'est parti pour les non-connus. Il y en a aussi pour tous les joueurs V6, tous les joueurs V5, même moi, joueur V7. Zacharias l'Éternel, celui qui était censé représenter le plus puissant des nécrarques, un mec qui a réussi à se soigner de sa soif de sang quand même, je le rappelle bien, sur son fameux dragon zombie, une des terreurs des contes vampires dans la V6. Zacharias l'Éternel, je vous lis la phrase, que c'est une phrase. Certains refusèrent de se plier à lui. Zacharias l'Éternel hurla l'agonie lorsque Nagash lui grilla le cerveau après qu'il se fût déclaré l'égal du grand nécromancien et eut refusé de le servir. Voilà. Allez, Zacharias, c'est fait. Il reste des pécores à ce moment-là en Sylvanie ou des habitants où c'est trop pour... Non, ils sont déjà tous morts, PPR, ils sont tous morts. Depuis que Manfred est devenu le roi de la Sylvanie, c'est mort. Donc Zacharias est mort. Terminé, Zacharias. Du coup, les rois des tombes n'ont rien tenté pour empêcher le retour de Nagash. Eh bien non, ce qui est une erreur pour moi dans le terme de scénario. C'est pour ça que moi, j'ai fait que les rois des tombes ne restent pas inactifs. Merci Zacharias. Zacharias s'est donné tellement de mal de dire bonjour en une fucking phrase, exactement. Pourquoi que tous les persos que j'aime finissent en compote? Une erreur de plus, tu veux dire. Ouais. Zacharias, le plus trop éternel, ouais, c'est ça. Mais Elman et Neferata ne se passent pas. Ça se passe comment? Car de souvenir, Elman n'est pas encore mort. Elman Gorst n'apparaît pas. Elman Gorst, il est apparu dans le Sang de Sigmar, il apparaît plus, c'est fini là. Elman Gorst, il a eu sa petite campagne avant la fin des temps, on n'en entend plus parler, c'est fini. Par contre, Neferata, bien sûr. Neferata deviendra, bien sûr, une Mortark. Il y a aussi Elsnitch. Je relis les noms, excusez-moi. Ouais, c'est Elsnitch, qui est un très très grand nécromancien qui va le rejoindre. Il y en a un dernier. Alors lui, le mec, le personnage s'appelle le Sans-Nom. C'est un nécromant. Point. Pas de figurine, pas de dessin, pas de personnage. Le mec, on sait juste que c'est un archimage qui est devenu fou. Et il rejoint Nagash parce que Nagash peut lui rendre sa mémoire. Alors qu'ils avaient Zacharias. Tout près. Non. Et pour finir, il lui en manque un. Il lui manque un Mortark. Il lui manque un grand seigneur. Et Nagash, il se dit... Manfred, il va me suivre. J'ai pas confiance en Manfred. Il faut qu'il me suive. Arkane, il va me suivre. Krell, il va me suivre. Luthor, je sais pas, on va voir ce qu'il va faire. Bref, il emmène beaucoup de monde dans le sud, mais il en envoie quand même au nord. Je vous rappelle qu'il sait que le chaos arrive. Donc il envoie le sans-nom, qui sait, on n'en sait rien, mais c'est un puissant nécromant. Il envoie Wallach Harkon, donc les chevaliers de sang, ultra défensifs, super puissants au corps à corps pour combattre le chaos, c'est très bien. Et il en reste un. Qui, lui, va être nécessaire à Nagash parce qu'il connaît l'Empire. Il connaît comment combattre le chaos parce qu'en plus, c'est un nordique. Enfin, c'est quelqu'un qui est originaire des régions nord. Pas de Norska, mais des régions nord, genre Kislev Empire. Le seul problème, c'est que ce perso est mort. Il est mort depuis des centaines d'années. Mais vu que Nagash, c'est maintenant le maître de la mort à 80%, et que c'est très facile scénaristiquement de faire ça, il fait revenir Vlad von Karstein.
Vlad. Mais oui, vous avez bien compris. Il fait revenir le premier des Von Karstein. Pas de news Dieter? Ah non, pas de Dieter, non. Le comeback du GOAT. Il y a Borash? Ben non, pas à Borash. Vlad qui doit avoir 2 mots à dire à Manfred. Oui. Et donc, Vlad, le premier dragon de sang? Non. Le premier dragon de sang, c'est Aborash. Vlad, c'est le premier Von Karstein, pardon. Il ne ramène pas, par contre, Isabella. Il tient un peu Vlad dans la paume de sa main, Nagash, en disant « Je t'ai réincarné, j'ai donc le pouvoir de réincarner Isabella. Fais ce que je te dis, et peut-être qu'un jour je te redonnerai ta bien-aimée. » Donc la branche Ghoul, non, les Strigoi, pas de traces. Les Nécrarques, je me doute que le sans-nom doit être un Nécrarque, même si je ne crois pas trop. Peut-être que Elsnitch, Dieter Elsnitch, c'est un Nécrarque, mais je ne suis pas sûr. Les Lamian, bien entendu, il y a Neferata. Les Dragons de sang, il y a Walla Karkon, qui est leur grand maître à l'époque, à ce moment-là. Aborash, il n'a pas le droit de revenir. Et il y a bien sûr les Von Karstein. Petit chantage affectif, quelle indignité, c'est Nagash, hein, c'est pas n'importe qui encore. Et en faisant ça, Manfred va devenir fou. Parce qu'il va dire attends, mais il a ramené Vlad? Bon, alors déjà, le mec, il va un peu se douter que c'est à cause de moi qu'il est mort, à cause de moi qu'on lui a volé son anneau et donc qu'il est mort. Et surtout, Vlad, c'est techniquement un mec d'avant moi. Donc, la Sylvanie, elle va être à qui après ça? À moi ou à lui? Et Manfred, il va quitter la Sylvanie comme ça. Dans l'attente de savoir est-ce qu'il va se faire bolos ou pas? Est-ce qu'il va se faire couper la cour ou pas? C'est donc un problème. C'est donc un petit problème. Salut Kélix. Donc voilà un petit peu toutes les retombées qu'il y a à la fin de ce chapitre 2. Nagash mobilise ses troupes. Il envoie 3 héros au nord, Vlad, Walla Karkon, chef des chevaliers de sang, et le sans-nom, très puissant nécromancien, et il prépare toutes ses armées pour partir au sud, attaquer Neekara. Et la dernière chose que j'ai à vous dire, la dernière que j'ai pour clôturer ce chapitre, c'est que dans ce chapitre, il y a un échange. Un échange entre 2 personnages. Un personnage que l'on connaît déjà, Teclis, donc archimage des hauts elfes, le plus grand de tous, et une autre personne. Et l'échange semble se passer quelques heures, minutes, jours peut-être, après la mort d'Aliatra, le réveil de Nagash, après que ces morts se soient réveillés partout et épopés absolument partout. Teclis est en train d'échanger mentalement, très certainement, avec une autre personne. Teclis est en train de lui dire « Ça y est, ça a commencé, notre plan a commencé ». La personne lui répond « mais je pensais pas que t'étais aussi cruel que ça quand même ». Et Teclis qui fait sacrifier ma nièce était nécessaire parce que Nagash, s'il aurait eu ses pleines capacités, aurait directement attaqué le chaos et aurait échoué, serait mort. Il nous fallait gagner du temps. La voix en face lui répond « Ouais, mais quand même sacrifier ta nièce, qu'est-ce qu'il va en penser ton frère ?» Teclis répond « Il n'en saura jamais rien, il va jouer le rôle que je lui ai destiné. » Il est rongé par le remords à ce moment-là, Teclis. Tu sens vraiment dans ses phrases qu'il est très rongé par le remords. Et la phrase en face, la personne en face lui dit « Ouais, il jouera le rôle que tu as décidé. Mais j'espère bien que toi, t'as pas décidé un rôle pour moi, bien sûr. » Et cette personne va même préciser « Mon neveu, j'espère que tu n'as pas prévu un plan pour moi et que tu m'utilises. » Et là, tu as une description où Teclis rigole dans sa propre tête et se dit qu'il la contrôle et manipule déjà. Il lui dit « Les alliances improbables sont nécessaires. Je dois m'allier avec toi comme mon frère va devoir s'allier avec Nagash si on veut survivre. » Et on comprend que c'est Morathi. Merci Blue and Water, merci beaucoup. On sait que Teclis
est en train de manipuler Moratti. Donc le gars a l'air d'avoir un plan biscornu. Mais il a un plan. Donc on comprend. En fait, je vous rappelle que Teclis, c'est le héros de Liliath. C'est le héros de la déesse de la lune et des étoiles. Et vous vous rappelez qui a empêché les elfes sylvains d'aller sauver Aliatra au dernier moment alors qu'ils y étaient prêts et qu'ils étaient les champions du sniping et de pouvoir voler quelqu'un sans qu'on fasse attention? C'est Liliath elle-même qui a téléporté les elfes sylvains qui se dirigeaient de Sylvanie vers un autre monde parce que leur mission n'avait pas lieu d'être. En fait, tu comprends que Liliath a demandé ce plan à Teclis, a proposé ce plan à Teclis et Teclis l'a aidé à le mettre en point. C'était un plan terrible, horrible, qui les bronche de remords tous les deux, même pour une déesse. Mais Aliatra devait être sacrifié pour éviter à ce débile de Nagash de se dire « Ça y est, j'ai un vent sur les 8, je suis assez puissant pour péter la tronche aux 4 dieux du chaos. » C'est officiel qu'il n'aurait jamais eu la puissance. Jamais il aurait pu atteindre son plan, devenir un dieu et devenir le dieu de tous les dieux. Du coup, elle savait aussi, la fille de Tyrion. Ouais, elle savait aussi. Elle savait aussi. L'artillerie impériale pour les elfes, ça aurait servi, tu penses? Pas trop. Pas leur kiff. C'est pas leur technique de combat. Je peux faire une apostrophe sur Vlad, sa fin, son anneau et son rapport avec Manfred. Ah, ça, Guillaume, je l'ai déjà dit dans d'autres streams. Et j'avais dit que mon stream devait faire 1h30. Il fait déjà 2 heures. Mais en gros, Vlad était immortel avec son anneau. Dès qu'il se faisait décapiter ou autre, il revenait. Les impériaux n'ont pas compris comment. Ils ont envoyé un voleur voler l'anneau au moment où ils ont compris que c'était l'anneau. Et le voleur a réussi à voler l'anneau à Vlad. Et beaucoup disent que c'est Manfred qui a aidé à trahir Vlad en volant l'anneau avec le voleur. Et qui a laissé le voleur s'enfuir. Teclis leur a évité la merde de fin des temps. De toute façon, les elfes n'ont aucune race. Mais non, mais c'est un plan terrible. Mais c'est un plan... c'est un plan. Les dieux du chaos en voyant Nagash arriver, Korn aiguise son épée et essaye pour voir. Oui, Nagash aurait eu aucune chance parce qu'il aurait été un seul vent de magie sur les 8 contre les dieux du chaos qui sont tous les vents en eux-mêmes, qui sont le chaos eux-mêmes. Ils ont pris cher les hauts elfes en une nuit, ils ont pris très cher. Et tu n'as aucune idée, Armellus, si tu n'as pas lu les livres, de ce qui se passe sur Ultuan en ce moment. Parce que là, je vous parle de tout ce qui se passe en Sylvanie. Il y a beaucoup d'autres choses qui se passent en même temps, hein. C'est surtout trop biscornu et complexe comme plan pour fonctionner. Pour l'instant, ça fonctionne. Les cuillères... Ah oui, les cuillères. Les cuillères, elle dira... Elle se réveille. Tac. Elle se réveille seule et sans armes dans une parodie délabrée de demeure noble. Le tapis est envahi par la moisissure. Les murs sont ornés de tapisseries en peau humide et le seul éclairage fourni par des chandelles à l'odeur de suif. Dont elle préfère ignorer la provenance. Bienvenue, lui dit une voix d'un ton froid. Elle essaie de le frapper, mais au moment où elle essaie de le frapper alors qu'elle est attachée, la créature s'éloigne. Elle remarque que c'est un vampire qui lui manque une dent. Et le vampire lui murmure « Tu fais partie désormais des nôtres. Bienvenue au château Drakenhof. » Voilà. Voilà, elle dira, et tout ce qui lui arrive. Bordel de merde. Voilà. Donc vampire elfique. Ouais, vampirette elfique, ouais. Welcome pour ceux qui ont joué à RE4, bien sûr. Du coup, on dira rien de plus. Ben non, elle disparaît. C'est fini pour son histoire, malheureusement.